Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, c'est Natacha qui est venue avec un sujet. Natacha, quel est ce sujet ? Les dés. Les dés. Et pour traiter de ce sujet formidable, nous sommes avec Adrien. Bonjour. Ça va ? Ça va. Me pêche. Le voyage n'a pas été trop long ? Si, mais ça va. Si, toujours trop long ce voyage. Maxime, ça va ? Oui, ça va très bien. On te présente un petit peu parce que tu es un peu moins célèbre que Monsieur Adrien. Cahuzac. Hein. Tu es l'illustrateur d'un jeu de rôle qui s'appelle L'Agence. Tout à fait. Voilà, qui est fait avec notre ami Monsieur Cahuzac, ici présent. Nous sommes également avec Darky. Darky, ça va ? Hola, ça va, ça caille un peu chez toi, mais ça va. Ça caille, tu trouves ? Un petit peu, ouais. Ouais, ça caille à fond. Ouais, complètement. On a froid aux extrémités. Alors justement, on va se réchauffer avec ce petit thème de podcast, ma foi, bien polémique, les dés. Tu sais qu'il y a, par exemple, si on regarde une émission de Fred avec je ne sais plus combien de dés derrière, Fred de dés, il dit à un moment donné, dans sa première émission, que s'il n'y a pas de dés, ce n'est pas du jeu de rôle. Oh mon Dieu. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous faire dire Bah avec non, ce mais sujet enfin, il y a. C'est une très bonne intro. Moi, je suis. Trop long. Et moi, je suis arrivée de là en disant bon, j'y crois et j'y crois pas vraiment, mais j'aime bien dire régulièrement, un peu sous forme de troll, non, c'est trop nul les dés, j'aime pas les dés, je préfère les jeux de rôle sans dés, je préfère jouer quand il y a pas de hasard. Parce que ça fait suer que quand je fais du super roleplay, j'ai décrit une super action où j'ai un super concept d'action et puis je fais un échec critique. Bon bah voilà, du coup au lieu de planter ma flèche dans la cible parce que je suis trop classe, parce que je suis un elfe, parce que je réussis tout le temps à toucher mes cibles, et ben non, je plante 3 mètres à côté et voire dans mon propre pied. Donc tu as une expérience du jeu de rôle dans lequel les dés ont tendance à te frustrer en fait. Oui, et j'aurais même tendance presque à dire parfois à ridiculiser le personnage. D'accord. Non, tu penses à la fameuse loi de Monostatos. Oui, le c'est jeu ça. Très bien. Vas-y, il faut développer, il faut le Oui, dire. oui, bah oui, ou dans lequel. Mais après, Monostatos, il y a des dés, donc c'est pas. Mais dans lequel un personnage ne peut pas être ridiculisé et forcément. Donc un personnage joueur comme un personnage non joueur. Oui, et forcément classe. Et non joueur, c'est important aussi parce que plus l'ennemi sera grand, plus on sera grand nous-mêmes. Dans l'adversité. Et donc, du coup, tu trouves que les dés ont tendance à d'abord te frustrer parce qu'ils ne te permettent pas forcément, dans les jeux de rôle traditionnels, de faire les actions que tu rêvais faire. Et deuxièmement, qu'elles font et que les dés parfois entraînent des décisions aléatoires, arbitraires, qui ont tendance à ridiculiser les personnages. C'est ça alors, tes deux points. Oui, ridiculiser. En fait, c'est surtout pas ridiculiser, mais aller contre le concept du perso qui s'il a ses caracs et ses compétences, est forcément très fort dans sa discipline. Et il y a plus de hasard quand t'es très fort dans une discipline. Ça m'arrive encore. Je veux dire, je sais faire une dissertation personnellement. J'espère bien que le joueur qui me joue derrière moi, Natacha, va pas rater une dissertation parce qu'il aura raté un jet de dés, quoi. Ouais. C'est le cas qu'on cite souvent du chirurgien dans Cthulhu, qui peut avoir 89% en chirurgie et donc il rate une opération sur 10 quand même, alors qu'on sait qu'un chirurgien. Mais là, le problème, c'est que Natacha, ce que tu décris, c'est le mauvais emploi d'un système de résolution. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu marches, on ne te fait pas faire un test d'athlétisme. À chaque fois que tu ouvres une porte, on te fait pas faire un test d'ouvrir une porte. À chaque fois que tu cherches tes clés, tu fais pas un jet de trouver un objet caché. Mais faire une opération chirurgicale, faire une dissertation dans mon cas, c'est quand même des actions importantes. C'est pas la même chose que simplement monter les marches pour aller en cours. Mais non, je crois que tu allais dire pour aller pareil. battre le chevalier d'or du Bélier. C'est exactement pareil. Les tests, il faut les faire quand il y a un enjeu. C'est pas est-ce que j'arrive à faire une dissertation. C'est on me menace d'un flingue et on me dit si ta dissertation ne vaut pas 16, alors tu te prends 7 balles. Ben là, la condition de rédaction de la dissertation, c'est pas la même. Ouais. Et là, effectivement, il faut faire un jet parce que le stress fait que tu peux peut-être rater, que peut-être tu vas pas te rappeler des conseils de tes maîtres qui t'avaient donné toutes les techniques de la dissertation et que tu vas oublier de faire des exemples dans telle partie. C'est ça que le test vient tester. Ton idée, Adrien, c'est de dire ce qui merde dans ce cas-là, c'est pas le lancer de dés, c'est plutôt la manière dont le meneur de jeu ou les règles définissent le moment où on fait se lancer. C'est ça. Parce que en fait, l'exemple qu'elle donne souvent, c'est Legolas qui surfe sur son bouclier et qui touche toujours. Oui, il touche toujours. Par contre, il ne va pas abattre un Balrog. Il va le toucher, mais il va pas l'abattre. Je suis désolé, toucher et ne pas l'abattre, c'est rater son test.
D'accord. T'as beau être un héros, t'as beau ne jamais rater ta cible, tu peux rater ton objectif, qui est de tuer le Balrog. Oui, mais c'est pour moi, si Legolas s'attaquait à un Balrog, ça serait en fait une erreur de roleplay avant d'être une erreur de lancer. Et donc du Parce coup, qu'il le sait- joueur il n'aurait pas sait le droit de lui-même- jouer ça. Il sait lui. Bah non, mais il sait. C'est une erreur de roleplay, Nine, tu ne joues pas Bah ça. non, mais un elfe sait qu'il peut pas battre un Balrog. Le seul capable de battre le Balrog, c'est Gandalf à la limite, et même lui, il D'accord. va éviter. Alors pourquoi on Et, joue la scène? Bah, il se retrouve confronté à un Balrog, et la solution, c'est de fuir. Et c'est ce qu'ils font. Oui, mais à ce moment-là, pourquoi la jouer? Pourquoi ne pas juste le MJ qui raconte? Parce que si effectivement le Balrog est là et que personne n'a aucune chance, à ce moment-là, le MJ peut aussi dire le Balrog arrive et devant sa puissance incommensurable, la compagnie décide de fuir parce que sinon vous allez tous mourir. Donc là, j'ai l'impression qu'on rentre un petit peu dans un débat que je vous entends très souvent avoir. C'est-à-dire que, Adrien, tu as tendance à penser que dans un système de résolution d'action, les dés sont un élément assez indispensable. C'est en fait le hasard, le dé ou autre chose, hein, mais le D'accord. dé, mettons, c'est La carte, un le hasard dé, qui ouais, le sert hasard. à créer de l'histoire. Alors vas-y, développe cette idée-là. Moi, je suis très curieux de t'entendre sur ce point. Le syndrome du scénario tout planifié d'avance, justement à ce moment-là, les dés sont complètement optionnels parce que le MJ a tout décidé. Donc écoute, que je lui tranche la tête ou que je lui tranche un bras, je vais tuer l'orque parce que c'est marqué que de toute façon notre équipe de PJ va arriver jusqu'au boss final et puis on va l'affronter. Ouais. L'intérêt du dé, c'est de permettre justement des rebondissements dans une histoire. Souvent, c'est justement dans ces scénarios toboggan hyper guidés, on va pas avoir ça, mais dans plein de jeux où l'histoire tourne autour des personnages. Par exemple, dans un scénario de vampire très politique ou des choses comme ça, où c'est les joueurs qui vont tirer la couverture vers eux, qui vont manigancer pour devenir prince à la place du prince, etc. Là, sans hasard, c'est celui qui a la quéquette la plus grosse au début qui va gagner, point. Enfin, ou après, il peut y avoir un aspect stratégique, mais le dé va permettre d'avoir un petit hasard qui permet de construire de l'histoire. Est-ce que tu veux pas dire des rebondissements, tu veux dire des surprises? C'est ça, des surprises Parce dans que les le rebondissements déroulement d'une des histoire, on effets. peut les prévoir, tu vois. Oui, C'est pas. oui. Excuse-moi, parce que ce terme de rebondissement est pas forcément. Bah alors du coup, moi, là où c'est je vraiment te des surprises. réponds, excuse-moi. Euh, Là où je Natacha. te réponds, c'est du coup l'absence de hasard va pousser au roleplay dans le sens où tu vas essayer d'agir en fonction des capacités de ton personnage. Tu sais que tu n'es pas capable de foncer dans le tas parce que t'as pas assez de force, et tu vas essayer de passer furtivement à côté pour aller taper sans qu'on s'aperçoive que tu vas taper, ou alors aller chercher des secours, ou je sais pas, enfin. Ah tiens, mon micro ne marche plus. Encore une fois, là il faut bien dire que ce dont on parle, c'est du système et du dispositif classique. C'est-à-dire là, on est dans le cadre d'un jeu de rôle classique dans lequel il y a un meneur et des joueurs. On est en train de juger le système de résolution. Je veux repréciser parce que je pense que ce sont des questions qui n'ont plus aucun sens si on sort du contexte du jeu de rôle classique. Je pense qu'il y a une distinction qui n'a pas forcément été faite, c'est que dans le système classique, effectivement, on évalue si l'action est réussie, et pas forcément si on atteint l'objectif. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes où rater un jet de dés, ça veut pas dire que tu as raté ton action, c'est que ton action est réussie mais ne te permet pas d'atteindre ton objectif. Je crois que tu avais parlé dans un podcast lointain de The Pool ou The Poodle. The Pool, moi je connais pas très bien The Pool. Sur ce principe-là, vous aviez pris l'exemple d'un personnage très fort qui frappe sur une table pour la casser en deux, pour impressionner les gens dans une taverne qui essayent de l'attaquer. Et quoi qu'il arrive, il réussit. C'est juste, est-ce que ça réussit à les impressionner ou pas? D'accord. Et il y a quelque chose de similaire dans l'agence d'Adrien, justement, où si on rate les jets de dés, ça va pas conditionner si l'action est réussie ou pas, ça va conditionner s'il y a des problèmes extérieurs qui vont s'ajouter. Ouais, mais je pense que c'est justement ce que disait Romaric dans ce qu'on discute. On parle pas de ce genre de jeu, on parle vraiment du jeu où on. Bien sûr, c'est pour ça que je dis qu'il y a cette distinction à faire. Oui, dans on le parlera système d'autres classique. types de jeux après. Oui, bien sûr. C'est pour ça. En fait, je trouve que effectivement l'exemple du Seigneur des Anneaux est très très touchant. Enfin, très touchant là-dessus, c'est que effectivement, comme le dit Natacha, Adrien. on s'attend à ce que Legolas touche toujours avec ses flèches. Mais effectivement, quand on joue au Seigneur des Anneaux, si on respecte le côté classe des personnages, ce qu'on va tester, ce n'est pas si on réussit ou rate l'action, c'est si on atteint ou pas notre objectif. Parce qu'effectivement, Legolas, sa flèche va toucher, mais
tu vas toucher le grand chef orc, mais tu vas pas le tuer parce qu'en fait, il a un cœur, il a 2 cœurs et du coup, tu percé un, mais pas le deuxième. Bon, c'est aussi le problème du Seigneur des Anneaux, c'est que aussi tu vas pas réussir parce que c'est prévu dans le Seigneur des Anneaux que le grand chef orc arrive jusque au gouffre de Helm. Voilà. Alors, quelqu'un d'autre qui s'est plaint assez récemment sur la cellule, en début de saison, des dés, même dans un jeu de rôle pas classique, du point de vue de l'aléatoire qui vient briser la fiction, pour dire que ça a aussi un lien quand même avec du jeu de rôle non traditionnel, c'est Sylvie Guillaume qui expliquait, et Flavie aussi je crois, qui expliquait que dans Slay With Me par exemple, à la fin de Slay With Me, il y a un lancer de dés qui va déterminer comment on va résoudre la fin de l'histoire et que c'est ultra aléatoire, etc. Donc l'idée que le dé va créer de la surprise, ça peut être aussi une mauvaise surprise. En fait, c'est ça le truc, c'est que quand tu dis, Adrien, d'une manière générale, le dé crée de la surprise, oui, mais attention à ce que celle-ci ne soit pas une mauvaise surprise. Tu voulais ajouter quelque chose, Adrien, et après je passe la parole à Maxime. Je disais le dé crée de la surprise, le dé crée de l'histoire en fait. C'est en fait le meilleur exemple pour ça, c'est Apocalypse World, où dans les tests, en fait le résultat le plus intéressant, c'est quand on fait une réussite partielle, où on va réussir ce qu'on voulait faire, mais il y a quelque chose qui se passe derrière. D'accord. Et c'est un petit peu pareil dans un jeu de rôle traditionnel. L'intérêt d'un jeu, par exemple, tu essayes de persuader un PNJ de faire une action, et quand tu rates, ça va se dérouler autrement que ce que tu avais prévu, mais ça va quand même se dérouler. Enfin, faut pas que le dé soit bloquant. Et pareil, donc dans l'exemple de Slay With Me, le problème, effectivement, c'est d'un dé à trop grand enjeu, qui a un enjeu absolu. À ce moment-là, c'est vrai que ça peut être une frustration. Et ce que j'allais dire sur l'exemple de Slay With Me, c'est que c'est surtout mal placé. Parce que la fin d'une histoire, le dénouement, c'est censé donner son sens au reste de l'histoire. Et si c'est juste déterminé au hasard, c'est le pire moment où placer un jet de dés, à mon avis. Alors, j'ai pas joué au jeu, mais ça me paraît être le pire moment parce qu'il faut que ce soit significatif par rapport à tout ce qui s'est passé. Surtout que dans Slay With Me, le lancer de dés n'est pas lié à une action. Ouais. Il est lié au moment où on a terminé un pool de points, ou je sais plus exactement comment ça se passe. En gros, c'est mécaniquement, on nous dit c'est la fin du scénario. Faites le lancer de dés. Mais ce n'est pas un lancer de dés qui est associé à une action, qui est associé à une diatribe, à un coup de boule bien placé. Donc j'ai l'impression que le débat en fait sur l'utilisation du dé, Darky, tu voulais intervenir là-dessus ? Je voulais juste rajouter aussi le dé et l'incertitude que ça provoque, ça crée évidemment de l'histoire, mais j'ai l'impression que ça crée une sensation dans le joueur aussi qui est l'attente, tout est possible, et c'est vrai, c'est des souvenirs de rôliste que j'arrive pas à avoir dans un jeu sans hasard. Il y a vraiment il y a des souvenirs où tu es en train de secouer les dés, en train d'imaginer tout ce qui peut se passer aussi bien que mal. Ouais. Et donc tu es à fond dans la peau de ton personnage, et 2, ça provoque des sensations uniques qu'on peut peut-être abusivement rattacher au jeu de rôle sans que ce soit vraiment unique, mais Moi, c'est l'espèce de synesthésie entre le joueur et le personnage. On prend des risques et on sait pas si ça va réussir ou pas, c'est ça ? Oui, d'accord, mais il n'empêche que quand ça rate, c'est pénible, quoi. Moi, j'ai des super exemples de jet de dés avec une tension énorme. Dans Cthulhu, une fin de scénar, donc on sait que c'est possible qu'on meure. Là, c'est de plus en plus possible. Et on est course-poursuite sur un toit, il pleut, donc forcément, ça glisse. Là, la compétence saut que personne n'a pris quand il faut sauter d'un toit à un autre. On se regarde tous dans le blanc des yeux les uns des autres. Le MJ qui fait bon, je vais être gentil parce que personne n'est là. Vous allez multiplier votre score de base qui est de 10 ou 25. Vous multipliez par 2 ou par 3. Enfin voilà, vous prenez une bonne marge. Je rate, je tombe de 10 mètres, je meurs et je suis le premier à lancer les dés. Et là, les autres qui regardent, qui font bon, c'est parti. Et là, c'est vraiment un moment crucial dans l'histoire. C'est pas un lancer de dés comme dans Slay With Me qui tombe comme un cheveu sur la soupe. C'est un truc qu'on voit venir. Accessoirement, je pense que tout est évidemment à modérer en fonction du propos du jeu. Évidemment. C'est-à-dire que si dans le propos du jeu, il y a le fait que les personnages sont faillibles, que le monde est chaotique et imprévisible, ça a évidemment du sens de mettre de l'aléatoire, que les personnages puissent se foirer à un moment, même si c'est censé être des gens compétents dans leur domaine, parce que ce serait un jeu où, comme les gens sont faillibles, il n'y a pas de grand maître absolu où tout le monde va se mettre à genoux devant eux tellement ils sont forts. Alors que dans un jeu où on cherche à être héroïque et classe, effectivement, c'est juste frustrant de foirer son jet. Alors là, déjà, on distingue dans les descriptions que vous faites à peu près, pour moi, deux types de dés, deux types d'utilisation du dé dans les jeux de rôle, qu'ils soient classiques ou pas, différents.
La première, j'ai envie de dire, c'est le dé de la surprise. Le dé de l'aléatoire qui vient surprendre. Alors, moi, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est un petit tour de table où vous allez nous dire, parce que vous en parlez, donc c'est que vous avez des exemples de jeux dans lesquels vous avez trouvé des dés comme ça, de surprise, qui vous ont étonné, où il s'est passé quelque chose grâce à un lancer de dés qui a fait que l'histoire a pris un tour nouveau. Oh, je vois les yeux qui se lèvent au ciel. Non, C'est intéressant. Oui, mais en Parce fait, j'ai que pas si d'exemple vous qui le viennent dites- immédiatement. Donc, Ça, c'est intéressant. Le fait qu'il n'y ait pas d'exemples immédiats qui viennent. C'est-à-dire que, est-ce que c'est un espoir que vous avez vis-à-vis des jeux et vis-à-vis des dés, et donc une attente que vous avez vis-à-vis des dés dont vous parlez, ou quelque chose de vraiment réalisé dans certains jeux particuliers? Parce que si vous me dites que c'est de l'espoir, ah oui, mais dans ce cas-là, c'est de l'espoir déçu parce que vous avez aucun exemple à me citer. Je crois que j'en ai Darky. un. C'est pas une intervention divine, un dé qui a changé fatalement l'histoire, mais dans Warhammer, un personnage joueur devait mourir parce que vu ses caracs et vu les ennemis qu'il affrontait, il fallait qu'il affrontait des démons qui avaient 6 attaques. Il aurait fallu qu'il réussisse 12 fois des réussites critiques. Donc bon, bah on a planifié l'histoire, quoi. Il allait mourir, il s'est sacrifié, on allait se servir de cette diversion. Et il a fait 12 succès d'affilée. Sur un dé, 12 x 10, c'est un truc complètement miraculeux. Ouais. Et donc ça, c'est une intervention histoire. divine, quoi. D'ailleurs, je trouve que Alors, les histoires, on les retient. Les scénaristes de films ont énormément de mal à faire ça. C'est que nous, notre vie et nos histoires qui nous choquent, c'est des miracles. Il y a tu vois là, tu sors dans la rue, paf, tu tombes sur ton frère. C'est complètement improbable. Et tu t'en souviens. Un scénariste, il a du mal à faire avaler ça parce que c'est pas un miracle, c'est un élément de scénaristique. D'accord. Si le héros tombe sur son frère, ça doit se passer et donc tu l'intègres à ta perception de l'œuvre. D'accord. Et dans un jeu de rôle, si toi tu dis un truc, je sais pas, il y a une boule de feu qui arrive sur ta ville, un truc complètement loufoque comme ça, Ouais. et ben ça nous surprend, mais on croise les bras et on se dit, c'est intéressant, ça c'est dans ton scénar. Là où les dés, ça dédouane d'un miracle qui arrive soit positif soit négatif, mais c'est un vrai, il n'y a pas de cause, ça va complètement tout chambouler. D'accord, mais est-ce que, parce que tu réponds indirectement à ma question, mais tu n'as pas répondu à ma question directement, est-ce que tu connais un jeu un jeu de rôle, quel qu'il soit, dans lequel le dé, assume pleinement son rôle de surprise pour l'histoire? Moi, je crois que j'en ai un qui vient en tête, je suis pas sûr. Apocalypse World. Très bien, vas-y, explique-nous comment ça se passe dans Apocalypse Dans World. Apocalypse World, quand on teste, on a, je sais plus exactement comment ça intervient. Je crois Parce qu'on que a je vous rappelle que c'est un podcast garage, Ouais. donc l'idée c'est aussi de on donner... a un score d'une compétence, le cool, enfin, je me rappelle plus exactement des noms, mais bon voilà, la force, D'accord, ouais. force, dextérité, charisme, des trucs comme ça. Et on va jeter un nombre de dés. Je me rappelle plus du système exactement, mais peu importe. Quand on fait un test, il y a 3 catégories qu'on peut obtenir. Une réussite, auquel cas on atteint notre objectif. Une réussite partielle, qui est au final la fourchette la plus large, donc c'est souvent là-dedans qu'on va tomber. Et enfin un échec. Dans la réussite partielle, on atteint notre objectif. Donc par exemple, si je m'approche de John pour lui foutre un coup de boule, bah, je vais lui foutre un coup de boule. Et en contrepartie, John peut-être qu'il va me planter son couteau dans le bide. D'accord. Donc j'ai atteint mon objectif, par contre j'ai pris quelque chose. Ou alors j'ai foutu un coup de boule à John, par contre John a pu crier et ses 3 potes qui étaient dans le couloir ils rappliquent. D'accord. Donc là ça crée de l'histoire. Et en cas d'échec, c'est non seulement j'atteins pas mon objectif, mais en plus il y a de l'événement qui revient. Et donc le dé systématiquement, alors à part en cas de réussite totale, qui sert un petit peu de conclusion à une scène en général, vient amener de l'histoire. D'accord. Et là l'intérêt pour bien calibrer le jeu, il faut que la réussite totale soit assez rare pour pas que dès qu'on tente quelque chose on tombe dedans, sinon Mais ça reste la carotte qui fait qu'on tente une action. voilà, c'est ça reste la carotte qui fait qu'on tente une action. On voit souvent les dés. Oh merde. Putain, je perds mon micro, c'est ouf. On voit souvent les dés servir à résoudre des actions dans tous les cas, et pas forcément des trames narratives ou des histoires ou des choses comme ça. Oui. Ça c'est intéressant. Est-ce que quelqu'un d'autre sur cette table a l'exemple d'un dé surprise, enfin d'un dé qui crée de la surprise en termes narratifs? Parce que moi j'ai l'impression que c'est un fantasme en fait, et qu'il y a assez peu de jeux au final qui réussissent ce pari. J'en ai un peut-être en tête, il y a Dirty Secret, il me semble qu'à la fin on lance un dé pour savoir qui est le coupable. Ouais, mais là c'est le même genre de dé frustrant que dans Pas forcément, parce que Ah ouais. du coup l'enquêteur se situe du coup dans une position de difficulté à expliquer pourquoi cette personne a été désignée comme étant coupable. Du coup il y a une espèce de surprise qui vient à la fin et qui crée de l'histoire. D'accord. Parce qu'on est obligé de broder pour expliquer. Mais bon, c'est capillotracté, enfin tu vois, au final...
est-ce qu'il y a beaucoup de dés comme ça, en tout cas, qui sont censés créer du rebondissement, comme tu disais, ou de la surprise, qui sont réussis, Adrien? Parce que c'est bien de le dire. Pour moi, dans Cthulhu, c'est le cas. Alors, d'accord, ok, explique. Pour moi, dans Cthulhu, c'est le cas. Dans Cthulhu, notre personnage va souvent être confronté à des situations extrêmes. D'accord, ouais. Et là, le dé vient trancher entre je peux continuer le scénario et ça s'arrête là pour moi. Et ce dé-là est non seulement un créateur de surprise, parce qu'on ne sait pas encore si on va s'en sortir ou pas, si on va être fou, si une fois qu'on est fou, on va se mettre à attaquer le monstre ou à s'enfuir. D'accord. Donc là, il y a un vrai choc pour le personnage. Et puis, c'est aussi un élément de stress pour le joueur du est-ce que je vais m'en sortir ou pas, parce que il y a quand même cette compétition entre joueurs de rester en vie jusqu'à la fin. Alors l'autre nature de dé, alors je suis plus et ensuite un autre exemple, c'est cool. l'agence. D'accord. Okay. Parce que l'agence, le dé, je l'ai conçu comme ça. Le dé, il est créateur de surprise. Il est absolument, il fait absolument que ça. Quand on lance un dé, on espère ne pas obtenir de 1. Et donc l'objectif, c'est de cristalliser cette crainte du 1 et le scénar peut être raté. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai du mal, même si vous les avez distingués dans vos discours jusqu'à maintenant, j'ai quand même du mal à distinguer le dé qui crée de la surprise d'un point de vue narration, c'est-à-dire qui va faire prendre à l'histoire un aiguillage inattendu, et le dé dont parlait Darky tout à l'heure, qui est ce dé de, quand tu le lances, l'excitation qui va avec le dé, qui est est-ce que je vais réussir à faire l'impossible, en fait. C'est ça, hein, c'est plutôt un dé d'espoir. J'appellerais ça un dé d'espérance. Darky, c'est ça? Non, je suis d'accord, ouais. Mais ça peut être le même. Ça peut être le même. Oui, ça peut être le même. On est d'accord. Ça peut être le même, mais ce que je crois que Romaric essaie de dire, c'est qu'on n'a pas d'exemple où ça nous est déjà arrivé qu'on réussisse alors que c'était complètement improbable. Alors si, il y en a plein. Ah ouais, d'accord. Moi j'en ai plein à citer. Non, c'est pas tellement ça, mais c'est que j'ai du mal à faire la distinction entre ces deux types de dés. Le dé de l'espoir, si j'ose dire, on va l'appeler comme ça, et le dé de la surprise. C'est-à-dire que généralement dans les jeux, le dé de l'espoir et le dé de la surprise sont confondus. C'est vrai. Et voilà. Est-ce que le dé que jette parfois le MJ derrière son paravent parce qu'il il se dit bon ça ce truc il y a 1% de chance que ça foire, il lance ce dé, ça fait 1%, ah bah merde, là il se met à créer. Et il a pas spécialement d'espoir de faire le 1, il se dit juste bon il y a énormément de chances que cette action passe, je le fais en cachette parce que j'ai pas envie de mettre de contraintes ni rien. D'accord. Il lance ses dés, ça fait 1. Bah là je pense qu'il va se mettre d'un coup à créer une histoire à broder, non? Là, j'ai un super exemple là-dessus que tu as joué Romaric, que tu as joué Natacha, dans le scénar de Hurlement. Quand vous étiez dans la forêt, que vous baladiez et que je fais mon test de vigilance pour voir si vous captiez les gars qui vous suivaient et que c'était un échec. Et là, création d'histoire. Il y avait à peu près je sais plus exactement les chances, mais c'était voilà, le dé n'était pas déconnant quoi. Il y avait une chance sur 2, on va dire, mettons, qui vous détecte. Oui, mais dans Hurlement, il y a une gestion des dés. Alors je suis désolée, du coup on va spoiler un peu le système de Hurlement, mais le système. Il y a un avantage de l'utilisation des dés qui est que en tant que joueur on n'a pas à les gérer, donc on ne sait pas du tout ce qui se passe du tout et donc c'est pas du tout un frein au roleplay, c'est au contraire un moteur d'action justement comme tu le prouves. Enfin, pour moi, l'action que j'aime pas l'influence que je n'aime pas dans les dés, elle est minimisée parce que le système est bien utilisé, quoi, et bien conçu. Alors, ça, c'est un autre type de dé. Moi, je voulais pas en parler tout de suite, mais c'est le dé spoilant. Alors ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que le dé, ce qu'on appelle le dé spoilant, c'est le lancer. Quelqu'un veut l'expliquer du coup. C'est le MJ qui demande au personnage faites-moi un test de perception. Exactement. Ouais. Ça, c'est le classique. Le test de perception, le test d'écoute. Et là, les joueurs le lancent en disant bon, si je rate, je me rends pas compte du truc, et si tout le monde rate, en fait, on se rend pas compte de quelque chose. Mais il y a quelque chose, et donc ça va changer la méthode, comment les joueurs jouent. Voilà. Il y a ça a été mis en strip comics. Oui. Ceux qui ne connaissent pas The Order of the Stick, je vous invite vraiment à aller lire ce webcomic. C'est un webcomic qui date d'il y a un moment déjà, qui narre l'aventure de personnages de Donjons et Dragons. Donc il y a un paladin humain, une archère, un gnome psychopathe, rogue. Voilà, c'est des personnages un peu caricaturaux, du donjon quoi. Ouais. Mais le méta est présent dans leur histoire. Ça veut dire que genre dans les 3 premières vignettes, ils changent de version de Donjons et Dragons, et donc là ils font oh oui, et là t'as le prêtre qui fait oh j'ai une armure de Côte de Maille, la nouvelle version me permet de porter ça, et puis à côté de ça t'as le gnome qui perd sa capacité à porter des grandes épées, qui se retrouve avec une petite dague, et t'as notamment des posts, des strips où il se retrouve à faire merde,
je viens de rater un test de perception. Et donc ils sont entourés par 15 ninjas, mais ils les voient pas. Et donc là, on a exactement cette illustration-là, c'est que le jet de dés est spoilant, les personnages se mettent à agir différemment parce qu'ils sont au courant qu'ils ont raté ce jet de dés. Oui. De la même manière que Natacha. quand on demande, je l'interroge, est-ce qu'il ment? Fais ton jet. Bah non, il te dit la vérité. Ouais, c'est ça, bien sûr, merci. J'allais dire, dans le cas du jet de perception qui spoil, étant donné que dans un jeu de rôle, on est à la fois acteur et spectateur, est-ce que ça nous met pas un peu dans la position du spectateur devant une scène de suspense on va dire classiquement, dans un exemple de film d'horreur ou avec un peu d'épouvante. Le personnage qui se promène dans la maison parce qu'il a entendu, parce qu'il a l'impression qu'il y a un bruit bizarre et puis il y a quelque chose qui arrive derrière lui. Il ne le voit pas, mais on nous a la scène est conçue pour attirer l'attention vers ça. Ouais, Oui, on peut jouer. En fait, ce que je pense que tu veux dire, c'est qu'on peut jouer avec. Exactement. Le problème, c'est que Adrien. il n'empêche que dans beaucoup de scènes, ce dé va être spoilant et dommageable. Darky. Normalement, le MJ est pas censé avoir les caracs perception de ses joueurs et Ça dépend des jeux. En fait, il y Ça a des dépend jeux des qui jeux. te l'expliquent clairement, il y a des jeux pour lesquels c'est pas clair. En fait, la plupart des jeux, théoriquement, alors des anciens jeux, théoriquement, c'est le MJ qui fait tous les tests. Ouais, c'est ça. C'est pour ça, normalement, cette C'est problème-là hyper n'existe pas. fastidieux, mais voilà. Mais oui, c'est pour ça que dans le hurlement, par exemple, vu que c'est le MJ qui fait tous les tests, les joueurs n'ont pas du tout cette problématique-là. Mais il n'empêche que, et comme le disait Gary Gigax, les dés servent aussi à faire du bruit derrière le paravent. Et de temps en temps, les jeter, ne serait-ce que pour simuler ce test de perception, c'est aussi un élément de jeu. Ouais, alors ça c'est intéressant, c'est le dé comme utilisation, le fait de la différenciation entre le joueur et son personnage, le fait qu'il soit à la fois la personne qui assiste et la personne qui joue, ça permet de créer effectivement du suspense. Et c'est un petit peu là où je voulais en venir. Maxime, tu voulais ajouter quelque chose sur ce dé? Ou avant, parce que alors, je suis parti, rien de particulier, non, c'est juste effectivement le dé est là pour ajouter de la tension, comme on disait, donner de la signification à une action. Il est censé servir que pour une action significative, et donc quand il est tiré, ça attire l'attention sur ce qui se passe à ce moment-là. Un autre dé aussi que j'avais noté avant de faire ma transition, c'est le dé inutile. Le lancer de dé inutile, celui où de toute façon le MJ il veut que vous réussissiez. En fait, il vous demande un lancer de dé alors qu'il sait très bien que lui, typiquement, on prend Cthulhu. Il y a une enquête, vous devez trouver la lettre du baron von Breuingbeck dans le bureau de Nicolas. Donc du coup, il vous demande un jet de toc. Si vous trouvez pas cette lettre, de toute façon son scénar est foutu. Donc du coup, il vous demande un jet de toc, mais en fait, même si vous le ratez, vous allez trouver le truc. Ça, c'est le dé inutile. Alors, le dé de frustration dont tu parlais tout à l'heure, Natacha, celui qui te dépossède de ton pouvoir narratif. C'est le dé inutile. Eh ben non, je suis pas d'accord. Putain. J'aurais tendance à dire au contraire, attends. c'est un dé qui arrive à un moment significatif et qui détruit la signification qu'on essaye de créer dans la fiction. Le dé dont on parlait tout de suite Non, oui, le dé dont on parlait qui casse l'action. Le dé de frustration, ce n'est pas un dé inutile. Et je vais te donner un exemple dans lequel il n'est pas du tout inutile, c'est Dogs in the Vineyard, où c'est même la mécanique du jeu en fait. Les dés ne sont pas là pour te faire réussir. Ils sont là pour te frustrer. De façon à ce que Par exemple, je vais faire un lancer de dé qui va être mauvais. Pour autant, le joueur croit dans les convictions qu'est en train de défendre son personnage. Qu'est-ce que le système m'invite à faire du coup ? Il m'invite à à chercher à optimiser ces dés foireux que je viens de faire, cette frustration que je ressens. Et pourquoi le jeu me fait ressentir de la frustration ? Parce qu'en fait, le jeu m'incite à escalader. Je rappelle pour les gens qui n'ont pas écouté le podcast sur Dogs in the Vineyard, qui n'ont pas eu la chance de jouer à ce jeu, que l'escalade, c'est faire preuve de violence pour ajouter des dés supplémentaires à son groupement. À ce moment-là, la frustration du joueur est au service du propos du jeu, parce que le seul moyen d'échapper à la frustration, de ne pas pouvoir défendre ses convictions à cause d'un lancer de dés, c'est de faire de la violence pour avoir des dés supplémentaires, pour réussir quand même à, par la violence, imposer ses convictions. Tu vois, Natacha ? Mais pour moi, du coup, ça, c'est réduire l'influence des dés sur ton action, et donc, en fait, réduire le problème que posent les dés. Oui, tout à fait. Mais Bah tu donc vois, du coup, pour moi, c'est bon. Enfin, en fait, c'est une bonne utilisation des dés. Enfin... Non, c'est une bonne utilisation des dés frustrants. C'est-à-dire qu'il y a la frustration qui te prive et il y a la frustration qui t'offre de nouvelles possibilités. Cette frustration-là,
elle fait partie de la synesthésie attendue par le jeu de façon à t'obliger à t'amener dans l'escalade et donc dans la violence. Tu vois ce que je veux dire ? Et t'interroger sur jusqu'où t'es prêt à défendre tes convictions. Parfois, il faut savoir se coucher. Il y a un petit peu ça aussi dans Blitzstage. Adrien. Dans Blitzstage, quand on va tenter une action lors des combats, lors des phases de combat, dans Blitzstage, on joue des ados. La moitié du temps, on est en combat, on pilote des mechas géants dans un monde onirique. Et l'autre moitié du temps, on joue des relations entre ces adolescents. C'est très Évangélion et compagnie. Ouais. Quand on est en combat, quand on fait une attaque, quand on essaye de résoudre un problème, etc., on va jeter une poignée de dés. Et on va devoir répartir les dés, sachant que les 5-6 sont des succès, les 1-2 sont des échecs et les 3-4 sont neutres. On va devoir les répartir entre plusieurs catégories d'enjeux. Est-ce que je réussis mon objectif ? Est-ce que je suis en sécurité ? Est-ce que les équipements que j'ai utilisés restent en sécurité ou pas ? Est-ce que ça met en danger ou pas mon encre, donc le personnage qui me donne des conseils, mon stratège derrière ? Et en fait, avec cette répartition de dés, un lancer de dés qui est hyper frustrant, crée du jeu, parce que justement, quand on se retrouve avec un seul succès et que des échecs, on va devoir choisir qu'est-ce qu'on sauve. Et là, le lancer est créateur d'histoire et créateur de choix moraux, voilà. J'allais dire aussi sur cette histoire de dés, des échecs qui peuvent être frustrants, c'est un problème qui est modéré s'il y a des possibilités de rebondir derrière. Le dé le plus frustrant qui puisse exister, c'est il y a un piège, faites un jet, vous avez raté, vous êtes mort. S'il y a la possibilité de créer une scène de tension derrière où on essaye de courir dans le couloir avant que les pics ne se referment ou ce genre de choses, mais que on a trébuché à un moment, il faut qu'il y ait un autre personnage qui vienne nous aider à nous relever ou quelque chose comme ça, ça crée une scène de tension qui est intéressante. Et donc il y a moyen de rebondir. Ça crée ça crée du conflit. Situation. Ça crée du conflit, mais ça ne ferme pas l'histoire. Alors, sur cette remarque-là, en fait, ça va dépendre des enjeux du jeu et du game design. C'est-à-dire que typiquement dans Cthulhu, un piège qui te tue, c'est pas gênant parce ça dépend de comment on joue à Cthulhu, mais quand on joue en one shot, alors là, on sait que notre personnage, il a une demi-vie. C'est annoncé. Donc ce test n'est pas aussi gênant que ça. Mais effectivement, par contre, si on joue dans un jeu pulp, type Indiana Jones, effectivement, on s'attend à ce qu'un jet raté d'un piège soit créateur de rebondissements, de rochers qui nous roulent derrière, de serpents qui tombent partout, etc. C'est mon micro continue à merder. Et ça, putain, mais merde. Ton vocabulaire, voyons. Tu veux un micro ? C'est le bordel. Et ça, c'est très... Putain, et ça, c'est très important parce que ce que tu dis, parce que ça montre... Putain. Donc, et ça, ce que tu dis là, Adrien, c'est très important parce que ça montre qu'en fait, il n'y a pas de mauvais dés ou de bons dés. Il n'y a que des dés bien utilisés. Parce que même le dé frustrant, tu vois, dont tu parlais, Natacha, tout à l'heure et que tu fustigeais en introduction du podcast, il peut être utilisé dans un système et dans des mécaniques dont cette frustration va faire partie et va amener à créer davantage d'histoires intéressantes. Le dé spoilant, c'est très intéressant. Maxime a montré qu'on pouvait faire de l'utilisation du despoilant une utilisation suspense à Hitchcock qui pouvait être assez intéressante. On peut le dé inutile, c'est assez difficile de lui trouver une... Mais je suis sûr qu'en réfléchissant bien... Le dé inutile a une grosse utilité, c'est que justement quand on ne sait pas, dans une approche illusionniste, quand les joueurs ne savent pas si un dé est inutile ou pas, il est porteur d'un petit... Alors après, il ne faut pas qu'il y ait une surabondance de dés inutiles, sinon très bien l'illusionnisme est brisé. Exact. Sauf dans un jeu super méta et humoristique. Bon, le dé de la surprise, on voit très bien comment on peut l'employer. Enfin, je pense qu'il n'y a pas besoin. Même si vous voyez, ça a l'air d'être un fantasme parce qu'on a du mal quand même à citer un jeu dans lequel le dé de la surprise. Alors, tout ce qu'on dit, c'est il y a un moment donné, ça crée quelque chose dans le joueur. C'est-à-dire qu'au moment où il fait son lancer, il y a l'espoir, le dé d'espoir, le dé de surprise. C'est le côté, si je réussis, ça va être extraordinaire. Je vais faire quelque chose de. Et il y a un côté héroïque en fait. Et là, du coup, on pourrait dire que le dé de surprise, c'est plutôt un dé qui va encourager dans des systèmes les propositions créatives du type Step on Up, j'ai réussi quelque chose alors que personne ne s'y attendait, de ce type ludiste finalement, quoi. Tiens, j'ai fait un meilleur jet de dé que toi, je te poutre la gueule et tout, connard. J'ai l'impression aussi que le dé de surprise c'est un peu un dé de défausse, c'est-à-dire que du coup la responsabilité de la réussite d'une action est finalement déportée sur la responsabilité d'un jet de dé et pas sur un joueur particulier. Parce que quand par exemple moi en tant que meneur de jeu je dis Darky je te tue,
Il y a un côté arbitraire. Ouais. Alors que quand les deux font un jet de dés en disant perds je perds, enfin il y a un côté du coup c'est pas Romaric qui choisit de tuer le personnage d'Arky, mais c'est le dé qui a choisi, c'est le destin. Complètement. S'il n'y avait pas de dés à ce moment-là, il y aurait des morts aux tables de joueurs de rôle. Hein, parce que Ouais, il y a un je côté choisis de tuer mon perso sans réelle raison. S'il y a un dé et que j'ai une chance sur 5 de mourir, limite ça me va quoi. C'est l'illusion du choix qui me donne qui calme ma rage. Alors que si tu dis ton perso meurt. Tout à fait. Donc là où je veux en venir, c'est que vous voyez tous ces dés peuvent être, toutes ces sensations qu'on a éprouvées au cours de jeux divers et variés en lançant des dés peuvent être utilisées habilement dans divers systèmes pour produire des effets bien particuliers. Adrien, tu voulais réagir Oui, un élément que que je voudrais bien rajouter aussi, c'est sur l'aspect statistique. C'est-à-dire que dans le game design, comme le disait Maxime, il faut se poser la question, est-ce que le jeu est très chaotique ou pas, pour voir quelle place le hasard a. Parce qu'effectivement, est-ce qu'on sera souvent confronté à des situations où on aura ce dé de surprise avec beaucoup de tension sur un lancer, ou est-ce qu'il faut que ce soit plus modéré? Ouais. Et ça, le choix du dé, l'équilibrage, on va dire, en termes de, mettons, un seuil de réussite et le type de dé. Si par exemple il faut atteindre 15 et qu'on a un dé 10 plus un score qui va de 1 à 5, on se rend compte que les hasards sont gigantesques. Par contre, s'il faut atteindre un score de 10 et que les caracs vont de 1 à 10 déjà, on voit que le poids d'un dé va être d'autant plus faible. Donc c'est des choses qu'il faut réfléchir. réfléchir. Et qu'il faut tester, moi je voulais Il faut rajouter. tester, bien sûr. Tester. Et c'est quelque chose que l'on voit dans les jeux. Par exemple, dans Cthulhu, quand on est scoré sur un score de 100, c'est un jeu qui veut nous faire rater. Non mais vraiment, enfin. Non mais t'as tout à fait raison, mais c'est drôle de le présenter comme ça, c'est super. De la même façon, dans Warhammer, les scores qui sont scorés sur 100, du mal, c'est un jeu qui veut nous faire rater parce qu'on joue des sous-merdes dans Warhammer. Quand tu commences chasseur de rats ou vendeur de poissons, enfin, il y a vraiment, il n'y a pas le vendeur de poissons, mais chasseur de rats, il y est pilleur de cadavres et je sais pas quoi. Ben voilà, ça nous montre qu'est-ce qu'on va jouer. Par contre, dans Vampire, dès la création, on va jeter une brouette de dés, dans Loup-garou pareil. Ouais, mais attention, avec les 1, Oui, bien sûr, mais il n'empêche que quand tu jettes une brouette de dés, t'as ce ressenti de succès facile. Hein. Intéressant ça, la quantité de dés qui donne la sensation de puissance. La quantité de dés, le type de dé, un dé à grande amplitude, c'est un dé qui a énormément de hasard, un dé qui a petite amplitude. Le jeu nous veut du mal. J'aime beaucoup ce truc. Maxime, il y a une réflexion qui m'est venue par rapport aux dés surprises. C'est qu'en fait, dans un jeu classique dans un œuf en chocolat, avec un scénario, dans un jeu classique avec un scénario et un MJ, en fait, il va créer de la surprise par rapport à la dimension de la scène, parce qu'a priori, le MJ a une idée de ce qui va se passer derrière et il va raccrocher les wagons. Il va pas faire complètement dérailler l'histoire. Ouais. Bon, ça, c'est dans le jeu de rôle traditionnel. Oui, c'est bien ce que je précise. Scénario toboggan. A priori, il faut soit un MJ qui ait créé un bac à sable complet, ou alors un système qui est prévu pour créer un bac à sable dans laquelle l'histoire peut partir dans n'importe quelle direction, pour que ce dé puisse vraiment influencer l'histoire et pas juste la narration d'une scène. Oui, je suis tout à fait d'accord, et je pense que c'est là le dé frustrant de Natacha. Natacha, tu voulais intervenir Non, mais on termine sur ce sujet-là parce que ce que j'ai envie de dire, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose, d'accord, très bien. Est-ce qu'on a fini donc, juste pour rebondir ce que je venais de dire. Encore des rebondissements, Non, quand le. boum. Quand Maxime dit qu'effectivement, si le scénario est très guidé, le dé n'a plus d'impact sur la narration, enfin sur l'histoire, mais sur la narration. C'est un petit peu ce que dit Natacha, c'est-à-dire que, je pense, que le dé est frustrant quand on le jette en ayant espoir de réussir, alors qu'en fait d'avance l'issue est certaine et ça va être juste tu le touches dans la jambe ou dans le pied, mais au final c'est raté. Ouais, d'accord. Il faudrait réfléchir sur cette frustration, à voir aussi si c'est pas parce que le joueur a déjà une idée de ce qu'il trouverait cool qui se passe dans l'histoire, et en fait le dé vient en contradiction de ce qu'il aurait voulu qu'il se passe. Et de ce qui même peut se passer. Moi, je serais assez d'avis, dans la plupart des jeux de rôle traditionnels, si vous y jouez encore, chers auditeurs de la cellule, je pense qu'il y en a pas mal, parce que moi je continue à jouer à des jeux de rôle traditionnels, de demander aux joueurs, en fait, qu'attends-tu de ce lancer de dés ? Quel serait dans l'idéal, après ce lancer, qu'est-ce que tu voudrais qu'il se passe ? Peut-être. C'est un truc qui est proposé dans des outils de game design sur, alors je sais plus exactement comment ça s'appelait, c'était intention, annonce, ou en gros dans un lancer de dés il y a 4 éléments. Il y a à un moment donné le joueur va annoncer ce qu'il veut faire,
il va annoncer quel est son objectif, Attention, annonce. il va jeter le dé et ensuite on va checker le résultat. Et en gros, selon où on place le jet de dé par rapport à ces 4 éléments, je me rappelle plus exactement des 4. C'est un truc genre I-I-I-A ou A-I-I-I, enfin il y a 3 I et un A dedans je crois. D'accord. Et en gros, selon quand est-ce qu'on annonce, selon quand est-ce qu'on fait le jet de dé, le dé ne fonctionne pas tout à fait pareil. D'accord. Par exemple, il y a des situations où le MJ va nous demander de jeter un dé avant qu'on ait annoncé quoi que ce soit. Et ensuite, c'est selon le jet de dé, on va narrer ce qu'on fait. Et donc, on peut pas avoir de frustration parce que le dé va nous avoir dit, tu vas immédiatement décrire comment tu vas réussir ton action, alors que tu nous avais pas encore annoncé ton action. Ou alors, tu peux me dire, je vais l'attaquer. Attaquer, par contre, j'ai pas encore dit ce que j'allais faire. Donc, tu fais ton jet, et selon le succès ou pas. Et vu que tu annonces tes enjeux plus ou moins avant de lancer le dé, le dé va être plus ou moins frustrant sur certains aspects parce qu'on sait déjà pas ce que l'on va tester. Je pense que là, ce que tu es en train de dire, c'est méfiez-vous, parce qu'on est dans un garage toujours, méfiez-vous, auteur de jeu, lorsque vous créez un jeu, réfléchissez bien au moment où vous choisissez que vos joueurs lancent le dé. Si c'est à la fin de l'action ou si c'est au début de l'action, si on choisit les enjeux de son conflit avant de lancer le dé, etc., etc. La position du lancer de dé dans le jugement des intentions des joueurs autour de la table, le moment tout simplement où on lance par rapport à ces intentions est importante. Typiquement, l'exemple de l'attaque est pas mal quand tu dis par exemple, je lui donne un coup de poing. Attention, d'abord jette un dé. Et là, voilà, est-ce que tu lui jettes ou pas le coup de poing? Je lui jette un coup de poing. Ok, vas-y, fais-le. Tu réussis, tu touches, choisis où tu touches. Ou alors ça va être, je lui jette un coup de poing à la tête. Et là, tu fais ton jet de dé après. Et de base, tu auras touché la tête, mais le test va être, est-ce que tu l'assommes? Est-ce que ça lui fait rien? Est-ce qu'il en rigole derrière? Maxime, tu voulais ajouter quelque chose? J'allais dire qu'en fait, cette histoire, c'était une question de contrat social, en fait. Si tous les gens autour de la table ont discuté, enfin, on se sont entendus, de façon implicite ou pas, sur quel était le rôle des dés. Et techniquement, c'est le jeu, c'est les règles du jeu. Bien sûr, mais des fois, c'est. Oui, tu veux dire le jeu de rôle traditionnel qui ne dit pas ses règles, ce sera à vous, cher auteur. Même souvent, c'est flou. Enfin, c'est pas un aspect qui est systématiquement abordé. S'il y a un des joueurs autour de la table qui a une idée précise de ce qu'il voudrait qu'il se passe à ce moment précis, et que le MJ a une autre idée, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui manque dans le contrat social. Oui. En tout cas, dans cette scène-là, cette situation-là, le contrat, enfin, il y a pas d'accord sur ce qui doit se passer. D'accord. Est-ce qu'on a fait le tour évidemment, on n'a pas fait le tour de cette vaste question, mais on peut peut-être passer. Qu'est-ce que tu voulais développer, Natacha? Juste l'utilisation des dés à la création de personnages aussi. Ah, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. De ouais. On en parle sur un autre podcast, du coup, très rapidement sur Vampire, où moi j'expliquais déjà que je trouvais ça extrêmement frustrant. Bon, d'abord parce que personnellement, en tant que joueuse, la création de personnages, c'est une des phases que je préfère en jeu de rôle. Et je trouve que c'est extrêmement frustrant, soit de devoir s'adapter à un jet de dés pour créer un concept de personnage, soit au contraire d'avoir un concept de personnage en tête et que les jets de dés viennent complètement balayer ça. On est toujours dans cette idée que pour toi, le joueur doit rester maître de sa créativité, oui, et exactement. que les dés ne doivent pas venir contrecarrer la créativité d'un joueur. Voilà. Si un joueur trouve que c'est cool qu'il se passe un truc, les dés ne doivent pas venir. Voilà, au contraire, ils doivent être là pour encourager, d'où la bonne utilisation des systèmes. Mais alors du coup, qui a raison de contrecarrer les propositions que tu fais lorsque les autres joueurs peut-être autour de la table? C'est-à-dire eux, par contre, ils peuvent dire ah non, ça je trouve pas ça cool, Natacha, que tu fasses ça ou genre. Alors là, les autres joueurs, le contrat social dit voilà, ça va pas avec ça, ça va pas, et la couleur du jeu, ça va pas avec le type d'action que tu veux faire. D'accord. Et l'autre chose, c'est moi j'ai parti d'une réflexion sur mais bon, ça, après du coup ça rejoint des idées un peu déterministes dans le sens où tu peux pas réussir si l'adversité est plus forte que toi. D'accord. Ouais. Malgré tout, tu pourras pas réussir à shooter dans un ballon et faire en sorte qu'il traverse une vague comme Mark Landers dans Olive et Tom, par exemple. C'est pas possible. Physiquement, c'est impossible. Le ballon, il traversera pas une énorme vague ou un tsunami où on peut pas non plus voler. Bah après, lui, c'est parce physiquement que impossible lui, qu'on il se est mette à s'envoler. joueur de football professionnel dans une série de joueurs. Voilà. Et moi, je sais que je serais pas capable, par exemple. Et tu vois, le problème de ça, c'est que ça implique aussi des considérations sur la physique de l'univers. C'est-à-dire que souvent, tu vas te retrouver avec des joueurs qui vont dire oui, mais c'est pas possible physiquement. Oui, mais là, on est dans Olive et Tom. C'est crédible. C'est encore la question du réalisme et de la cohérence. Oui, mais du coup, ça veut dire qu'il faut que ce soit inscrit. En fait, du coup, à l'inverse, la physique du jeu dit que ce n'est pas possible que ça rate.
D'accord. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, oui, oui. C'est d'autres dés aussi dont on n'a pas. Alors les dés de la création de personnages, j'ai pas d'exemple de jeu dans lequel j'ai été content de tirer quoi que ce soit au dé avec mon personnage. Est-ce que vous en avez vous des exemples où c'est réussi ça? Moi j'en ai aucun. Alors où t'en es J'ai toujours content, trouvé ça pourri. je sais pas. À la fin de Warhammer, tu dois tirer un trait qui va amocher ton personnage. De toute façon, tu dois le tirer au hasard et ils sont tous nuls. Et donc t'en es pas spécialement content, Oh, mais mais ça c'est une table aléatoire. Ah oui d'accord, oui mais si ça crée du perso. Ah ouais bien, ouais, bon exemple. et t'es obligé de le prendre. Ils sont tous nuls, donc tu peux pas en vouloir vraiment au jeu. De toute façon, même si t'avais choisi, t'aurais choisi un truc nul. Et c'est plutôt intéressant. Ah si j'ai un exemple qui me Moi revient. j'avais un Adrien, exemple. ouais. mais- Ah oui, si, c'est un exemple, mais c'est un peu débile. C'est Fatal, où justement tout est jeté au hasard et où c'en est tellement risible qu'on passe un Ah ouais, super moment. pourquoi Par contre, derrière, on ne joue pas avec le personnage, c'est pas possible. Mais... Darky. Connard, ça me fait perdre au jeu. Il nous fait perdre au jeu avec son espèce d'animation débile. Là. Bon, oui, Maxime. j'avais juste un exemple, c'est juste le joueur qui n'a pas d'idée à un moment. Il tire des caracs et il construit un concept autour de ça. Et donc, il aurait été bloqué s'il avait juste dû créer son personnage à partir du néant et ça crée des contraintes créatrices. Après, il faut que ça reste quelque chose d'optionnel parce que si on a une idée de personnage, il faut pouvoir créer le personnage qu'on veut. Ouais, bien sûr. Là, un autre exemple de jeu dans lequel les dés sont intéressants, c'est Alltray aussi, qui nous propose de juste de choisir les endroits d'où on vient avec quelques jets de dés. Et je me souviens que dans la partie qu'on avait faite, moi je venais des marais ou je sais pas quoi, et du coup quelqu'un d'autre avait tiré ça et ça avait créé du jeu entre nous parce qu'on venait des marais tous les deux et c'était marrant. Non, c'est pas Alltray. C'était Donjons et Dragons. On était frères et sœurs. Parce Ah, qu'on venait c'était tous les deux Donjons des- et Dragons, Ouais. exact, c'était pas Alltray. Je me souvenais que c'était avec le Grumpf et que c'était un jeu un peu d'Heroic Fantasy, mais je savais plus. C'était Donjons et Dragons 4, exact. Merci Darky, cool. Mais vas-y Maxime, tu voulais ajouter quelque chose? J'avais dessus juste une idée une Moi, j'ai un réflexion dernier truc à sur la dire création, sur la création de personnages aléatoires. C'est qu'il y a plusieurs niveaux d'aléatoire. On peut tirer chaque caractéristique indépendamment. Oui. Ou alors on peut jeter une liste de caracs et puis on décide les scores dans quelles caractéristiques on va les placer. Ce qui fait que par exemple un joueur qui aime le côté roleplay mais qui le minimaxage ne l'intéresse pas, il peut utiliser cette technique de lancer aléatoire pour dire bon bah mon personnage je sais déjà que je veux qu'il soit fort en charisme par exemple ou en sagesse et donc du coup je vais mettre le plus haut score là-dedans parce que j'ai pas envie de passer 1 heure à réfléchir où je mets mes points. Et si ton jet est raté, ça veut dire que ton personnage est pourri? Enfin, là, vraiment, moi, ça me frustrerait encore plus d'avoir un personnage où toutes mes caracs sont à 3, quoi. Ah ouais, et si Alors, ça peut arriver, mais alors encore une fois, dans la plupart des systèmes, il y a toujours une question d'accord avec le MJ. Si tu vois avec le MJ, ouais, tous mes jets sont pourris. Est-ce que je peux relancer parce que mon personnage il sera pas jouable? Et là, le MJ il se dit non seulement tu vas pas t'amuser, tu vas pourrir l'ambiance autour de la table. Ouais, relance-les parce que sinon ça va handicaper le jeu pour tout le monde et il y a moins de chances de réussir le scénario, etc. c'est vrai que dans Donjons et Dragons, par exemple, il y a un jeu de compétition un petit peu entre joueurs à celui qui sera le plus bourrin. Le fait d'avoir des caractères tout pourris, c'est un peu contre le côté compétition du jeu parce que si on part au début avec une balle dans le pied, par contre, là où je pense que justement créer un personnage complètement au hasard peut être intéressant, c'est justement si ça sert la problématique du jeu. Par exemple, si on fait un jeu sur les inégalités sociales. Oui. Je me souviens Là, par exemple, gérer un personnage au hasard. Dans Nanochrome, où vous aviez fait des PNJ au hasard, Ouais. en fonction de leur couleur de peau et tout, il y avait eu des changements, ça avait donné des mecs un peu obèses qui étaient putes, séductrices, Oui, je mais sais c'était plus pas quoi. des dés, là, donc c'est pas pareil. Alors, et ben Pareil, justement, Natacha. c'est là où je voulais en venir. C'est que depuis tout à l'heure, derrière tous les concepts, très bien, tu me permets de faire une excellente On parle transition. de hasard, on ne parle pas de dés. Exactement. C'est-à-dire que la question, c'était les dés dans le jeu de rôle. Et puis derrière, il y avait l'idée, est-ce que les dés sont indispensables au jeu de rôle? D'ailleurs, on a commencé en trollant. S'il n'y a pas de dés, eh bien, c'est pas du jeu de rôle. Mais là, en fait, là, on voit que dans tous les cas qu'on a cités, que ce soit pour la frustration, pour le dé spoilant, pour le dé surprise, pour le dé tout ce que tu veux, on pourrait tout à fait utiliser autre chose que des Ouais. dés. Mais c'est fait dans pas mal de trucs. Et donc, tout à fait. Par exemple, on citait les jeux Miles Christie hier soir où il y a des cartes. On citait Dans quoi d'autre? Deadlands. Deadlands, il y a des cartes également. Il n'y a pas des jeux avec des Shifumi aussi? Les Quand jeux c'est une avec chance des sur jeux 3, avec tu Shifumi, fais les Les lames lames Barrel du Time. cardinal aussi, je Les crois. lames du cardinal, c'est des cartes, Qui est effectivement. très récent d'ailleurs. Donc on voit en fait que les dés
l'aléatoire est peut-être indispensable au jeu de rôle. Au jeu, ça c'est un autre niveau d'analyse de cette question. Mais en tout cas, les dés en tant qu'objet matériel, le cube du destin, est-ce que c'est indispensable ? La réponse est clairement non. On n'a La rien à réponse est foutre. non. Cependant, il a cet aspect historique et cet aspect. Rien à foutre. Je dis rien à foutre de l'aspect historique. Enfin, Non, mais c'est quand même un objet qui a un, qui a un oui. symbole Ah oui, particulier. d'accord. Bah Et du oui, coup, t'es alors moins justement- ton pull de club jeu de rôle où il y a 2 personnages qui lancent des dés et... Ah oui, et dans ce cas-là, et- très intéressant. Oui, pas rien à foutre, effectivement. C'est Excuse-moi. pareil, on peut jouer aux échecs où utiliser des jolis pions, on peut utiliser des patates à la place. Oui. Mais le dé Mais, a une le histoire. dé a une histoire. Et donc, du coup, tu penses que ça peut être intéressant d'utiliser les dés dans un jeu de rôle qui Oui, c'est tripe ça. autour de l'histoire du dé. Il faut utiliser du hasard. Ok, ben écoute, je peux programmer sur mon ordinateur ou même sur internet, il y a des générateurs de nombres aléatoires, mais c'est pas intéressant. Il n'y a Alors, pas de. D'ailleurs, il y a des plateformes qui permettent de rassembler des rôlistes et jouer via Skype. Oui. Et certains ont fait des simulateurs de dés en 3D parce Bien qu'ils sûr, ont, ils ont envie de voir le dé qui Bah roule, oui, quoi. Alors bien que ça sûr. pourrait sortir un nombre aléatoire. Alors, c'est quoi qu'est-ce que c'est pour vous ? Qu'est-ce que ça symbolise pour vous dans l'image populaire, la symbolique ? Qu'est-ce que c'est le dé pour vous ? Enfin, est-ce que Bah, le dé, c'est le premier symbole du hasard. d'accord. Enfin, vraiment, hein, le Donc, dé, pour le toi, D6, le D6 ou je sais avant pas même quel les dé cartes, utilisaient en fait. les Romains, mais c'était déjà le symbole du hasard. Les cartes aussi, mais les cartes, ouais, là je connais moins l'histoire des cartes, mais je pense qu'elles avaient plus un aspect divinatoire au début. Peut-être Ouais. que le dé aussi, là je. Donc, à partir du moment où il y a de l'aléatoire, on est plus enclin à utiliser les dés, un peu comme quand on veut parler d'ésotérisme, on est enclin à utiliser des cartes parce C'est que ça. l'histoire de l'objet est liée à l'histoire de la notion en fait. C'est ça, ouais. C'est effectivement Pascal et tous les gens qui travaillent C'est sur qui disait Dieu ne joue pas au dé? Einstein, je crois. Voilà, voilà, c'est quand même un Oui, oui. mot, une symbolique qui est derrière, qui a toute sa place dans le jeu de rôle. Là où effectivement la question se pose, c'est quand on veut faire des jeux où le hasard peut être symbolisé par autre chose. Et là, Ok. il vaut mieux prendre quelque chose qui colle en termes de couleurs. Par exemple, les lames du cardinal. Bon, bah, effectivement, lame du tarot, c'est logique qu'il y ait des cartes derrière. Enfin, j'ai pas joué à ce jeu-là, mais Putain, Ça tu me viens de semble- ça me semble aller déboulonner, de tu viens de pair. déboulonner tout mon argument. Et le poker pour Deadlands. oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Et, Je n'ai plus de fin à ce podcast. Adrien m'a convaincu. Et Ouais, t'as je, raison. je réfléchissais juste à un truc aussi sur les dés, simplement Maxime. au niveau identitaire, nos dés avec des formes bizarres, les dés 20, les dés 12, Ah ouais, ça je voulais en parler. Ça me qu'on révolte. trimballe dans notre bourse en cuir. Enfin, Ça c'est- me révolte. Le fétichisme débile que les rôlistes entretiennent avec leurs dés, ça me fout en l'air. Alors, Natacha, t'as l'air de dire pas Bah moi. non, moi ça me dérange pas. Ah, Mais oui, moi je suis carrément fétichiste de l'objet et en plus quand j'ai commencé à faire du jeu de rôle, je me suis dit à un moment donné il va falloir que je m'achète des dés parce que alors on peut faire du jeu de rôle sans C'est une dés, espèce de mais j'avais marque l'impression de pas identitaire. être encore tout à fait rôliste si j'avais pas mes dés à moi. Est-ce que tu c'est vois. comme être pêcheur sans avoir sa canne à pêche ou Ouais, moi, il y a j'ai plein de choses à dire là-dessus. Bon, d'abord, je trouve que c'est un peu ce comportement qui pousse les rôlistes à mettre des dés partout dans leur jeu et des dés bizarres partout dans leur jeu parce Oui. que il y a un côté identitaire autour de ces dés de formes bizarres et tout. Tu te Vas-y, rappelles du Adrien. scénario débile que je vous avais fait jouer où j'avais écrit un truc vraiment débile pour me moquer un peu de ce côté des bizarre où les tests c'était des sommes de D4, D8, D12, D6 un peu dans n'importe quel sens. Ouais, voilà, c'est un peu ça Ouais. l'idée. On avait fait un test comme ça avec Frédéric Sintès, qui a un bon fétichisme des dés aussi, Fred. Je sais que tu nous écoutes et réfléchis bien à Et ton... Christophe Beuclet avec son innommable Avec et son- tous, oui, ces, mais tous ces types de Avec dés. ces trucs, Bon. oui, puis alors il y a les formes géométriques des dés dans Innommable qui sont importantes parce que je sais D'accord. plus quoi, c'est des tétraèdres ou je sais pas quoi. Enfin, et du coup c'est important parce que dans la conception métaphysique de Christophe d'Innommable, une histoire avec le tétraèdre. Enfin, il y a tout un tas comme ça. Mais bref, on avait fait des statistiques avec des sommes. En fait, on avait un dé qui indiquait diviser, moins, plus, multiplier, et à côté des D6. Et on disait mais regarde, essayez de calculer la probabilité de ça. Et on avait mis ça sur Casino pour qu'il y ait des gens qui s'amusent à calculer les probas de ce truc. Alors, ça donnait des trucs absolument improbables. C'était très marrant. Enfin, tout ça pour dire que plus les dés sont bizarres, plus j'ai l'impression que les rôlistes se sentent bien parce que il y a un côté c'est fun, etc. C'est juste qu'il y a, pour ainsi dire, pas d'endroit en dehors du jeu de rôle où on va utiliser des Des autres dés que les aussi bizarres. autres que les D6. Le jeu de plateau. Alors, il y a les voilà, jeux de ça, plateau, ça hein, arrive avec quand les même, jeux de ouais. plateau. Il y a ouais, quelques jeux de plateau, mais ça reste relativement rare. Et donc, du coup, je pense que c'est de là que vient le côté Moins en moins. identitaire de. Oui, probable. Il y a évidemment des exceptions, mais je veux dire,
la personne lambda qui en jeu de société, il connaît le Monopoly, le Yahtzee, des trucs comme ça. Il a jamais vu un dé 20 et donc du coup, pour se mettre par opposition à cette personne, le rôliste va chérir sa bourse de dés bizarres. Bon, Surtout ça, qu'on attends, voit une collection de dés bizarres, les dés 100 où t'as de petits dés 10 imbriqués dans le gros, les dés 100 qui sont des vrais dés 100 qui sont gigantesques. ouais. Enfin, il y a ce côté collectionniste du Pour dé moi, absurde. c'est un peu le trésor du pirate en fait. Il y a un peu le l'aspect butin avec Picsou, toutes les voilà, couleurs. c'est ça. Voilà, quand tu plonges Tu dans le- le ouais. truc de dés. Ah, moi je dis ça, mais moi j'ai moi-même une marmite de dés à la maison dans laquelle j'aime plonger la main et à la Amélie Poulain, Comme ça- Picsou, Oui, c'est quoi. exactement ce Il a un style. grand coffre plein de dés. Non, ce que je n'aime pas, c'est quand ce fétichisme des dés devient problématique et fait que certaines personnes osent dire s'il n'y a pas des dés, c'est pas du jeu de rôle. Voilà. Oui, c'est complètement, ça, c'est c'est clair. ça qui m'énerve en fait. C'est que Oui, c'est il y a un sûr. moment donné, c'est pas parce qu'on est attaché aux dés que c'est effectivement ça. Enfin, sur toutes les affiches de conventions de jeux de rôle, regardez bien autour de vous, il y a les dés qui apparaissent. C'est vraiment un symbole fort du jeu de rôle. Et moi, ce que je veux, c'est éviter juste qu'on dise les jeux qui n'en ont pas, qui utilisent des autre chose, c'est pas du jeu de rôle parce qu'il n'y a pas c'est des symboliques. Heureusement, il y a assez peu de personnes qui le pensent, mais je citais tout à l'heure Fred je sais pas quoi, et son émission. Même sans aller aussi loin que dire il n'y a pas de dés, c'est pas du jeu de rôle, il y a de bonnes chances qu'il y ait des créateurs qui, à un moment donné, des créateurs de jeux qui essayent d'imaginer un système pour mettre en avant une proposition, une prémisse, peu importe laquelle, et qui se disent je vais mettre des dés parce que j'ai envie, parce que j'aime les dés, alors que c'est pas forcément ce qui sert la proposition qu'ils cherchent à faire avec ce jeu-là précis. Ouais, tout à fait. Et c'est ça, le fétichisme de l'objet qui est problématique, il est là, exactement. Mettre des dés alors que ça sert pas forcément parce qu'il faut des dés, etc. Ça c'est. Autre utilisation des dés qui, à mon avis, se justifie complètement et qui sera difficile à remplacer par autre chose pour que ce soit pratique, c'est l'utilisation des dés comme marqueur, qui est assez utilisé dans les jeux de rôle. On peut penser notamment par exemple à Prosopopée, dans lequel on place des dés sur des concepts, et ces dés, en fait, en fonction de la phase sur laquelle on les place, le 6, le 5, le 4, le 3, etc., vont représenter ensuite des difficultés. Et ça, je pense que ça vient du jeu de société, par contre, cette utilisation-là. Il y a de fortes chances. Je connais, Déjà dans Magic, on utilise des dés. Je connais des pour jeux de mettre sur les société cartes. avant les jeux de rôle qui utilisent les dés Bien comme sûr. ça. Et ça, les dés marqueurs, les dés pions, en fait. Les dés compteurs. Des En fait, qui compteurs, comptent une valeur. voilà, exactement. Ça, on aura du mal à remplacer par autre chose de plus pratique. Même si on passe par des cartes 1, 2, 3, ça va déjà, les cartes, ça va aller que jusque 10 pour des cartes à jouer normales. On va devoir les chercher à droite à gauche. C'est pas très pratique. Pour Ça les dé- grands chiffres, c'est difficile. Enfin, c'est plus compliqué, plus long et plus fastidieux de passer par le crayon et le papier. Voilà. Alors que là, tu passes par des. On peut imaginer Maxime. on peut imaginer des objets spécifiques, par exemple des cartes qui seraient entre guillemets graduées. Enfin, le long des faces, il y aurait des chiffres et on pourrait les placer sur le plateau. Enfin, on peut imaginer des objets Oui, il y a spécifiques qui plein d'objets marcheraient, qui font ça dans le plateau. qui marcheraient à peu près aussi bien. Enfin, je pense Oui, notamment. typiquement les cartes de Bang. Je pense notamment à un jeu de plateau qui s'appelle Sans rancune en français, Cutthroat Dungeon en anglais, je crois, et où en fait il y a on peut jouer des cartes pour faire des dégâts à des monstres, sauf qu'en fait, oui des gars. et en fait sur chaque côté de la carte il y a une valeur. Et en fait, on peut rajouter d'autres cartes qui vont faire des effets, qui vont faire pivoter la carte et qui vont augmenter la valeur des dégâts, la diminuer en fonction de ce qui se passe. Bien sûr. Donc là, voilà, c'est ce genre d'utilisation dont on peut se passer difficilement. Il y a un autre dé qui me révolte, c'est le dé commercial. Le dé qu'on te vend avec la base d'un jeu de rôle pour te faire acheter des dés. Et ça existe. Je veux dire, il y a des gens qui disent, par exemple, typiquement, on met un petit symbole par exemple, moi je pourrais très bien sortir demain des dés 6 ou des dés avec la croix de sens et ça ferait un carton. Parce que voilà, c'est associé au truc. Bon là, en l'occurrence, pour ça, ça colle pas parce qu'il n'y a pas de dé dans le sens. Mais ce que je veux Il y a le dire, cadran partout Ça sur serait toutes les un faces. dé avec des cadrans sur avec toutes des les cadrans faces. sur toutes les faces. Non, mais par contre, je sais de sources sûres, pour avoir entendu des éditeurs en parler, que ça se fait énormément de vendre des dés qui vont avec les jeux. Comme ça, les gens, ils rachètent des dés qui vont avec les jeux.
Et ça, voilà, mais il y a un moment donné, enfin là, tu vois, on est loin du symbole du dé, du romain et tout ça. Là, c'est parce que si vraiment le symbole c'était le dé romain et tout, la symbolique du dé et tout ça, on utiliserait les premiers cubes qui étaient utilisés par les Égyptiens qu'on a retrouvés dans les tombeaux et tout, avec des faces de couleurs. Ou alors, tu vois, mais là, c'est pas le cas. On utilise des dés qu'on vend dans le commerce, etc. Donc attention aussi à le dé arnaque, le dé commercial. Celui-là, moi, je le condamne. Et après, il y a le dé collector où c'est juste effectivement 1 ou 2 chiffres qui sont remplacés par des symboles. Bon, ça c'est facultatif, mais c'est vrai que il y a des jeux. Il me semble que la dernière version de Warhammer, ainsi que la dernière version de Star Wars, à ma connaissance, utilisent des dés spécifiques avec soit des symboles ou des choses comme ça. Le jeu de plateau Warhammer aussi, évidemment. Enfin, le jeu de figurines Warhammer. Ouais. Qui utilise des dés avec des symboles qui servent le système spécifique, mais que du coup on est obligé d'acheter ces dés là pour pouvoir jouer au jeu. Oui, les dés, c'est les dés de localisation, de zone avec les flèches et tout ça. C'est ça, oui. Même Warhammer JDR, la version 3, oui, tous les dés ont été remplacés avec des haches pour pas que ce soit jouable avec des D6. C'est des D6 mais avec des haches, des points noirs. Je l'ai cité, j'ai cité l'exemple. Ouais. Voilà, c'est ça. Ça, par exemple, ça fait chier. Mais Warhammer n'en est pas à son premier exercice de ce type, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais Warhammer, c'est un vendeur de colle, en fait. Et en fait, ils se sont demandé comment est-ce qu'on peut continuer à faire vendre de la colle à plein de gens. Bah tiens, on va créer des figurines. Comme ça, les gens, ils auront toujours besoin d'acheter de la colle et de la peinture. Et donc, en fait... c'est vrai, là, parce que... Enfin, Games Workshop, à la base, je crois, il faisait... Je sais pas, je répands des rumeurs comme ça. Non, parce que quand même, enfin, Games Workshop, le nom est assez explicite. À la base, ça veut dire forge à jeu. Je crois qu'au départ, il faisait de la colle et de la peinture. D'accord, parce que je croyais qu'ils faisaient plutôt des pions pour des jeux classiques et qu'ils sont mis à faire leur propre jeu après. Donc. Possible. Mais moi, c'est une rumeur que j'ai entendue dans les couloirs. J'ai pas de source fiable à citer. Mais elle a du charme. Voilà. Mais non, mais bon, tout ça pour dire que attention à ceux qui prétendent vendre quelque chose et qui en fait cherchent à vendre autre chose. Bon, il est temps de passer finalement à la vraie question qui se cache derrière ce podcast, qui est... Dieu existe-t-il ? Voilà, tout à fait. Et joue-t-il aux dés ? Vous les mangez avec quoi, vos dés ? Oh oui, on n'a pas dit aussi comment on les lançait, s'il y avait des petites pratiques et tout ça. On pourra faire pratique de lancer. On fera ça peut-être en conclusion, non ? Je sais pas. Alors le dé qui ne roule pas, il y a plein de trucs. Alors aussi, on peut allez, chacun il va de sa petite anecdote. Celui de recul, te veux en vue. J'allais te proposer de tirer au dé la conclusion vu que tu sais pas. C'est vrai qu'il y a des pratiques incroyables autour des dés. C'est-à-dire que non seulement ils sont source de fétichisme de la part des rôlistes, mais il y a aussi des pratiques il y a une superstition de croyants et autour des des dés. superstitions autour des dés. Voilà, exactement. Alors, une que j'aime bien citer, c'est la superstition de la remise à zéro. C'est-à-dire qu'on va lancer le dé pour qu'il fasse le pire score avant le scénar, de façon à se dire, bah voilà, le pire score est déjà sorti avant le scénar, donc la prochaine fois que je vais le lancer, ce sera un bon score, parce que il a déjà fait un échec. Enfin, on lance le dé jusqu'à ce qu'il fasse un échec critique, comme ça on est sûr que le lancer d'après, ce sera pas un échec critique. Sauf qu'en fait, on sait que en termes de proba, chaque lancer est indépendant, et donc ça n'a aucune influence sur le prochain lancer. Tu peux faire 2 échecs critiques de suite, c'est tout à fait possible, donc ça n'a absolument aucun sens. Voilà, il y a ça. Il y a souffler, il y a les secouer dans la main, les les gens faire qui rouler soufflent plus dessus. ou moins. Les faire rouler ou justement ne pas les faire rouler. Et puis, il a pas roulé. Le dé a aussi un aspect très intéressant sur la table du rôliste qui est un peu en bazar. Et où quand tu les lances, il y a toujours la question du est-ce que celui-là qui a cheval sur la feuille de papier est cassé ou pas. Et en général, la règle tacite qui est utilisée, c'est s'il m'arrange, il est pas cassé, sinon il est cassé. Voilà, même chose quand il tombe par terre. Oh bah il est tombé par terre, je vais le ramasser sans regarder le résultat, puis je vais le relancer. Hein. Ou alors le petit dé qui s'échappe, qui fait un 1, et tu fais ah non, mais je vais le reprendre et je vais rejeter ça. Alors moi je suis sûr qu'il y a moyen de faire des jeux dont le système s'inspire de toutes ces pratiques pour faire un jeu avec des mécaniques intéressantes et tout ça. Hein, moi ça m'est déjà aussi arrivé de tricher avec les dés. C'est-à-dire que je fais le lancer en avance avant que j'annonce ce que je vais faire au MJ. Et si ça rate, je relance. Oh l'aveu. C'est pas bien. J'espère que c'est pas avec moi comme MJ, hein. Je crois pas que tu m'aies déjà maîtrisé avec des dés, donc si sur Cthulhu, mais je crois pas que ça me soit arrivé. Donc, c'est vrai qu'on parle pas de ça, mais le dé, les tricheurs au dé et tout, les trichards pour ne pas les citer, ça existe. Et moi le premier aussi. Hein. On n'a pas du tout parlé de la triche au final, alors que c'est vraiment un thème aussi. Voilà.
Tu voulais ajouter quelque chose, Mathilde? Non, bah c'était petite juste, anecdote, c'était juste si on faisait un tour de table sur. Non, mais c'est vrai Non, que non, moi, ouais. c'est vrai que moi qui à la base suis pas superstitieux du tout, ça m'arrive régulièrement quand mon personnage joue pas de lancer mon dé de façon répétée. Et effectivement, peut-être avec l'espoir qu'il n'y ait pas de fumble qui arrive quand ce soit mon tour. Voilà. Alors, moi, je veux rebondir sur l'aspect tricherie, et je pense que c'est une excellente réponse à la crainte de Natacha de ma super description, elle rate, mais triche dans ces cas-là. Mais vas-y à fond, parce qu'en fait, on n'a pas envie de tricher parce que le jeu ne l'encourage pas. Mais c'est un peu Par ce contre, le fait qu'on ait décrit une action classe nous encourage à tricher. Oui. Et à un moment, on pèse le pour le contre, et je pense que si on juge que notre action est suffisamment classe, on va plus facilement tricher que si on vient de faire une action un peu pourrie, quoi. C'est un petit peu ce que finalement on conseille quand on dit au MJ les dés ne servent qu'à faire du bruit derrière le paravent. C'est un peu ce qu'on leur dit, mais triche de toute façon. Et les joueurs peuvent faire pareil tant que le MJ regarde pas vraiment. Si t'es vraiment convaincu que t'as raison, qu'il faudrait réussir. C'est pas des très bons conseils à donner parce que c'est quand même. Bah oui, bien sinon, sûr, ça veut mais dire que ça diminue le système. Mais de ça résolution. n'empêche que Ça peut carrément faire partie d'un système de jeu qui intègre la triche dans sa proposition. Game design, oui. Comme le football par exemple. C'est ça, comme le football. Oh, mon personnage, il est tombé sur le côté, c'est la faute de l'attaquant adverse. Qu'est-ce que. Alors, donc, c'est un sujet qui est parlé pas. d'autre chose. Je l'ai Darky, coupé tu voulais comme un parler d'autre sagouin. chose Non, c'était juste pour la superstition. Même quand on n'est pas superstitieux, ton voisin de gauche te demande un dé, tu regardes tes dés, il y en a un qui a un 1, tu vas lui filer Oui. celui-là. Ou alors, Ah. moi, mon rapport au dé est assez particulier, c'est qu'en fait, dès que j'ai quelque chose en main, je joue avec. Et donc les dés, il faut que je les pose loin parce que sinon, j'arrête pas d'en faire tomber, ils m'échappent, ils roulent partout, je passe mal à Comme les crayons, scénario. quoi. Comme les crayons. Ouais. Moi, quand je suis en attente, enfin, ou que mon personnage n'est pas tout à fait actif dans une partie, ce que j'aime bien faire aussi, c'est les ranger tous sur la bonne face. Comme ça les conditionne un peu à tomber sur la bonne face. Moi, j'en fais des pyramides, des trucs comme ça. C'est un petit côté maniaque. C'est ça, un se petit côté ranger dans maniaque. une forme géométrique Oui. connue par l'espèce humaine et maîtrisée. Mais je déteste les dés qui ne sont pas exactement pareils. Les dés 10 où sont censés avoir oui, tout à fait. les valeurs opposées. Il y Je en a suis que c'est d'accord pas le avec toi. cas. Oui, Il y en a où scandale. si on les met côte à côte avec le même chiffre en haut, ça tourne pas dans le même sens. Et là, c'est C'est un un côté scandale. frustrant, Un c'est un scandale. scandale, hein. De toute façon, les constructeurs de dés, là, on leur lance franchement, un ils font pas message. leur boulot, quoi. Oui, Enfin, bah oui, envoyez-leur des mails ouais, d'insultes à chaque fois que vous avez un dé comme ça. Hein. tu sais, Aujourd'hui, il on faudrait fait- les ficher les dés pour être sûr de leur provenance, hein. Oui, pour tout savoir à fait. qui insulter. Ah, mais... Mending 12 singes. La prochaine émission d'Adrien, déballage de dés, qualité du dé. C'est ça. J'ai fait Peser 500 du dé. essais. Ouais, voilà. Bon, voilà, toutes ces caricatures et qui, je pense, à mon avis, font que du coup beaucoup de rôlistes choisissent de mettre des dés dans leur jeu à tort. Donc il faut bien réfléchir avant de mettre les dés à tout ça. Tiens, une autre truc aussi par rapport au lancer de dés, en dehors de ce petit geste de branlette quand on lance ses dés. Évidemment, il n'y a pas de caméra, les gens peuvent pas voir le geste. Et il y a des gens aussi, d'ailleurs, dont Fred DDD, toujours décidément beaucoup cité dans ce podcast, qui prétend que le mouvement en fait du dé, comme quand généralement on lance les dés pour taper à l'épée, le mouvement du dé rôliste, c'est-à-dire le fait de lancer les dés sur la table, ça mime finalement le mouvement du coup de l'épée, un peu comme dans sur la Wii quand pour faire taper à l'épée Link, on bouge la Wiimote. Ça fait plus fessé quand même. Hein. Ouais, mais On c'est- finit- on moi, finit c'est main vrai que- ouverte c'est en vrai que général, Je hein. vais les lancer avec d'autant plus d'enthousiasme si avant j'ai décrit un truc. Regardez, par exemple, dans- violent ou. Tout à fait. Mais regardez En par exemple mouvement. dans la caricature d'AD&D qui est faite par machin truc et ses chums là, le truc canadien, t'as tué mon bonhomme et tout. Tom On et voit ses bien que au moment Tom et ses chums, voilà, au moment où ils attaquent en GN, là, vous savez, il y a une espèce d'image. Bah regardez bien la vidéo, vous verrez qu'au moment où ils donnent des coups d'épée, en même temps, on voit les rôlistes qui lancent les dés. Et il y a vraiment un parallèle qui est fait, qui est explicite entre le lancer de dés et l'arme. Bah ça, ce parallèle-là, tu vois, je vais sauver Fred DDD. Bah, je trouve ça intéressant. Oui, c'est vrai. Ça m'amuse en C'est fait. Cette espèce de petit côté finalement, motion gaming du rôliste. Au moment où bon, le problème c'est qu'avec des lancers de dés, là, si tu fais de l'enquête, fais un jet d'intelligence plus bluff. Je vois pas. Le Moi qui joue mouvement. tout le temps à l'arc, je me disais bien aussi qu'il y avait un souci. Je vois pas. Vas-y, j'en ai- Donc non mais voilà, bon, c'était pour anecdote, voilà, il disait que c'était rigolo dans un jeu et c'est vrai qu'effectivement ça peut être marrant de faire un jeu dans lequel finalement on ne lance les dés que quand on donne un coup d'épée et du coup ça mime le truc et tout, voilà. Bon, c'était juste Que quand on donne une fessée.
C'était un exemple quand on donne une fessée, voilà. C'était un exemple, par exemple, où là, à ce moment-là, il y a presque du motion gaming, c'est-à-dire le mouvement du joueur devient un élément important. Et les dés Je suis en train de me dire qu'on peut se faire plein de pognon en créant des accessoires qui tirent les dés, mais pour d'autres mouvements. Par exemple, le flingue où tu tires la gâchette et ça fait tourner un dé. Oh mon dieu. Oh mon Dieu. Alors attends, ça va être compliqué parce que quand tu joues à Vampire ou tu jettes 8 dés quand tu tires, il va falloir un sacré paquet de dés dans ton flingue. Comment tu mimes en plus la morsure, la morsure en lancer de dés ou Tu je ne prends sais les dés quoi. dans la bouche. Ah, il faut créer un autre accessoire pour ça, voyons. T'as un accessoire. Oh là là, j'en imagine les accessoires rôlistes que tu nous inventes là. Je pense que. Oh là 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 là. Je veux pas. Enfin bon. Toujours est-il que ici on voit bien que le dé. Il y a une histoire aussi dans le monde du jeu de rôle, évidemment. Il y a une histoire dans le du dé comme marqueur de l'aléatoire, etc. Et donc finalement la question des dés, elle rejoint la question du propos du jeu, du game design du jeu, en fonction de l'endroit où est situé l'aléatoire d'une part, et d'autre part, comment on va faire survenir l'aléa. Le truc du dé, l'avantage d'un dé traditionnel, c'est qu'il y a des chiffres dessus. Et donc ça va indiquer, par exemple, dans des tableaux ou des endroits, le chiffre va indiquer un endroit à regarder. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a un côté pratique pour l'aléatoire. Maintenant, la question qui se cachait dans votre débat au départ, c'est pas celle du dé, c'est celle qu'on annonçait un petit peu en ouverture du podcast, c'est l'aléatoire est-il indispensable aux jeux de société, aux jeux de rôle, tout simplement? Non, en fait, il n'est pas indispensable, mais pour moi, c'est un curseur sur on va dire, une dualité qui est Adrien. d'un côté la stratégie, où l'extrême c'est les échecs, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de chance, pas d'aléa, et c'est purement du combat de cerveau, quoi. Et à l'autre extrémité, ça va être le Yahtzee, Le enfin, 421. le 421, le jeu où on jette un lancer de dés, et puis celui qui fait le plus grand gagne. C'est que du hasard, il n'y a pas de stratégie. Et en fait, la place du hasard s'étudie dans un jeu. Et c'est un équilibre que moi, j'appelle ça l'équilibre entre fun et stratégie. Parce que plus on est stratégique, moins c'est plaisant à jouer. Enfin, disons, moins c'est fun, hilarant, on va dire. Ça va être C'est comme si le hasard, le chaos finalement était source de rire, de En fait, le déconnade. chaos est source on se bizarre, dédouane, on se dédouane de certaines responsabilités. Exactement. Et donc, on n'est plus. On est donc, plus fautif. Voilà, c'est on plus est notre plus faute. fautif. Si. C'est Pour moi, les jeux de stratégie où il y a du hasard. C'est j'ai fait le mieux que je pouvais. Et si, je vous le dis, hein, j'ai pas eu de bol. Regarde, là, j'ai raté le dé, et puis on peut facilement se dédouaner. D'accord. Et donc, la frustration d'un échec passe sur le dé. D'accord. Alors là, je parle de jeu de plateau, mais dans le jeu de rôle, c'est un peu pareil. C'est qu'un jeu de rôle où tout serait mécanisé mais sans hasard, Mhm. il y aurait un aspect hyper frustrant parce que on ne peut pas sortir des clous, on ne peut pas faire une action pour laquelle on ne peut pas même essayer de faire. Enfin, Natacha, En fait, du coup, pour moi, c'est comparer deux choses que j'arrive pas à comparer, les dés en jeu de plateau et les dés en jeu de société, en jeu de rôle. Parce que en jeu de plateau, au contraire, moi, ça m'énerve quand il y a pas assez de hasard et trop de stratégie, parce que ça me met face à mes propres faiblesses. Et si je perds, je me sens instantanément beaucoup moins intelligente que la personne qui est en face de moi. D'accord. À l'inverse, quand on est en jeu de rôle, j'ai pas, j'arrive plus à parler. T'as pas cette sensation de. Oui, d'échec de toute façon, personnel. j'ai besoin que l'histoire soit prime sur tout. Enfin, voilà. Ouais. Narrativiste, ouais. Espèce de narrativiste, Natacha. Oui, enfin. Tu peux pas jouer à DD par exemple, toi. Tu pourrais pas jouer à DD4. Bah, c'est ce que j'ai cru non, elle comprendre. pourrait Ouais. pas, non. Ouais. Non, elle pourrait pas. Non, ouais, d'accord, ok. C'est intéressant. Enfin, ça montre encore une fois qu'il y a plusieurs types. Le jeu de rôle, il y a de la variété. Il y a plusieurs types de joueurs. Il y a plusieurs attentes vis-à-vis d'une partie de jeu de rôle et que voilà. Et un même joueur peut avoir différentes Exactement. envies à différents moments aussi. Faut pas oublier ça. Faut Exactement, pas être c'est clair. vivant. C'est clair. Bien sûr, Oui, oui. il faut pas être clivant. Enfin, tout à fait. c'était sous-entendu, mais je préfère le préciser. Oui, t'as bien raison. Moi, Maxime. il y a T'as des bien jeux sur raison. lesquels j'adore le fait qu'il y ait absolument que du hasard, alors que des fois j'aime bien qu'il y ait un petit peu moins, qu'on ait un peu plus de stratégie. Ouais. Enfin voilà, il y a des jeux pour tout. Hmm. Space Alert, ah oui, si t'as Voilà. du hasard parce qu'il y a des Il y a cartes. du hasard, mais le hasard est quand même D'accord. beaucoup moindre, par exemple, que dans Shadowhunters, qui est un jeu que j'aime beaucoup aussi, mais qui est une pelletée de hasard pour qu'à la fin tu te rendes compte, non seulement je vais pas équilibré, Le jour mais au en fog. plus, enfin voilà. L'autre jour au Fog, je voyais Harpic et Laure qui étaient en train de jouer à ça avec tout un tas de gens.
Et puis je regardais les mécaniques du jeu. En gros, on se place. Faut imaginer ce que c'est que Ouais, Shadowhunter. donc Shadowhunter, c'est un jeu où on a des C'est affiliations typique. cachées. Donc il y a un tiers des joueurs qui sont des hunters, c'est des chasseurs de monstres. Un tiers c'est des shadows, c'est des monstres. Et un tiers c'est des neutres qui ont C'est chacun de leurs la petits merde. objectifs. C'est de la merde ce jeu. Enfin, Mais tu te non. places sur un plateau et tu lances des. Enfin, moi, ça me fait penser à un jeu dans lequel un jeu vidéo dans lequel tu aurais qu'un seul bouton sur la manette. Et où le but c'est juste d'appuyer comme un gros bourrin. De toute façon, tu peux qu'attaquer dans ce jeu. Tu peux aussi ne pas attaquer. Oh oui, waouh, oh, trop bien. Mais si, Oh, ah là super. là. J'appuie sur le bouton ou j'appuie pas sur le bouton. Bah Ça, c'est si, parce que nul. du coup, tu fais plein de méta et t'essaies de. Enfin, en fait, l'intérêt du jeu, c'est pas de savoir si tu vas attaquer ou pas attaquer, c'est l'intérêt de comprendre pourquoi l'autre a attaqué ou pas attaqué. Le jeu se passe dans la tête du joueur et pas sur le plateau. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Vu qu'il y a des Comme vu tous qu'il y les a jeux à des- traître. Non, mais Voilà. moi, de toute façon, j'ai joué à ce jeu aussi. Hein. Je dis, j'ai vu Laure et Harpy qui jouaient, mais j'y ai joué aussi chez Richard à Nantes. Et je comprends pas. Je trouve pas ça intéressant. Quoi. Enfin, j'attaque pas. Enfin, je sais Bon, pas. après, c'est pas le sujet du podcast. J'attaque Non, qui mais oui, c'est vrai que c'est pas du tout le sujet du podcast, putain. Oui, pas Donc, faux. est-ce que vous entendez, enfin, finalement, pour toi, si l'histoire, moi, ce qui m'intéresse dans ton propos, Natacha, c'est que si l'histoire doit primer, ça veut pas pour autant dire que Faut pas de qu'il hasard. faut pas de hasard. C'est ça c'est qu'on a l'impression que Bah, ça c'est sera, ton prends un- histoire prends qui un doit bon primer. roman. Bah, alors à ce moment-là, il faut que le hasard soit moteur d'histoire. Et donc on regarde, en revient comme dans au- Dogs in the Vineyard. on en revient à dire donc il faut faire une bonne utilisation des dés quoi. Enfin, Ouais. c'est Ouais. Donc du coup c'est marrant, c'est un peu un non-sujet ce podcast en fait, parce que ça dépend vraiment du contexte dans lequel. En fait, on peut pas te donner des conseils dans l'absolu. Comme tous les sujets de garage au final, tout C'est dépend vrai. de la proposition que vous cherchez à encourager. C'est évidemment, tout dépend de ce que vous cherchez à faire. Il n'y a pas un outil ultime qui Ouais. fera le jeu. Encore une fois, le dé n'est pas un mauvais outil ou un bon outil en soi, ça dépend du propos. Et juste le truc, et après je passe la parole à Adrien, c'est qu'il faut éviter, encore une fois, que le fétichisme de l'objet, le fétichisme du dé, fasse que des créateurs de jeux aujourd'hui se frustrent ou s'obligent à mettre des dés parce que sinon, s'il n'y a pas de dés, c'est pas du jeu de rôle. Il faut pas écouter ces sirènes-là. Il faut faire ce qu'on a envie de faire et en fonction de ce qu'on a envie de faire, mettre les bons outils au bon endroit. Adrien. Ouais, je voudrais revenir très rapidement sur le dé frustrant. Donc on disait le dé où on ne pourra pas faire notre action classe qu'on avait prévue. Il y a pas mal de jeux qui mettent des mécanismes de ressources qui permettent d'aller contrebalancer le hasard quand on le choisit. Ouais. Donc c'est ce qu'on pouvait faire quand on dit qu'on triche, mais c'est aussi le point de volonté d'un vampire quand on va absolument réussir notre action. Ouais. Ça va être la chance et la point maîtrise dans d'héroïsme. Prophétie. Ça va Ouais. être le point d'héroïsme à Le gauche, à guts droite. dans Shadowrun. Ouais. Voilà, il y a plein de méthodes pour laisser aux joueurs une maîtrise sur le hasard. Alors Ouais. c'est en quantité limitée, Bien sûr. mais ça permet justement ces actions héroïques qu'elles passent. C'est les points d'immersion à sens, c'est Tout en renforçant l'effet dramatique. Tu Voilà, rates une tout en fois, tu renforçant. gaspilles un point de c'est fortune, ça, tu la gestion de relances. ressources devient aussi un élément clé. Et pour moi, c'est deux éléments. Et du coup, on peut aussi faire un jeu sans hasard, où c'est la gestion de ressources qui devient un élément de décision. C'est est-ce que je veux réussir ça, mais après je suis à poil pour la prochaine scène, ou est-ce que l'enjeu n'est pas suffisant pour que... Bon, voilà. Donc c'est une autre méthode qui n'est pas du hasard, mais qui s'en rapproche par Bon, Le hasard les bien conséquences. contrôlé, bien Voilà. maîtrisé. au-delà de ça, moi, la question philosophique un peu à laquelle j'avais envie d'aboutir avec ce podcast et avec ces questions sur l'aléatoire, c'est pourquoi l'aléatoire est-il source de fun? En un sens, la question c'est pourquoi, s'il y avait rien qui nous surprenait dans le monde, est-ce qu'il serait intéressant? Tu vois la question qui est Ah, derrière? Ah. Ouais, c'est ça. Il serait pas intéressant s'il y avait rien qui nous surprenait? Si Non. rien ne nous surprenait, il n'y aurait aucun intérêt à vivre. Et ça c'est intéressant aussi parce que ça tu vois par rapport à l'histoire, Natacha, ce que tu dis, le problème c'est que du coup si automatiquement tout ce que tu souhaites se réalise en tant que bonne, t'as pas envie d'être frustré par les dés. ou ne se réalise pas, mais parce que tu es destiné à ne pas, ou tu n'es pas capable de ne pas le réussir quoi. C'est bizarre. Hein. Enfin bon, voilà, c'était un petit peu la question. Maxime, tu voulais intervenir? Il y a l'idée dans beaucoup de systèmes de résolution que en fait ça simule la physique du monde.
Non, mais ça, c'est de Ça, c'est de la bullshit. merde. C'est Oui, bullshit. non mais bien sûr. Non mais je dis pas que. Non, je sais bien, C'est pas Maxime. comme ça. C'est pas forcément vrai, mais il y a beaucoup de jeux qui sont pensés comme ça, et donc les dés viennent gérer cet aspect-là, et donc l'incertitude des lois de la physique de quand je tire, est-ce que je me suis parfaitement bien placé? Est-ce que quand je lance tel objet, il rebondit dans la bonne direction, etc. Ouais, sauf que c'est pas une reproduction de la réalité, parce que la réalité, les lois physiques, elles sont pas Non mais hasardeuses. bien sûr. Je dis juste que dans beaucoup de De système, c'est la volonté des gens qui les créent de créer un moteur physique pour un jeu. Par exemple, moi, j'entends très souvent Sébastien Sellerin parler du système de résolution, mais moi aussi, j'ai pu le faire jadis. C'est pas, et c'est pour ça que je pense que Maxime a raison malgré tout. Entendre parler du système de résolution comme moteur physique d'un jeu. Puisqu'effectivement, en général, un système de résolution traite des interactions fiction-fiction ou entité fictionnelle contre entité fictionnelle. Et c'est vrai que dans la réalité, ce qui traite, par exemple, si je te fous mon poing dans la gueule, Adrien, en tout honneur, bien sûr, Mais t'y arriveras pas. c'est la physique de l'univers qui va trancher. Et donc, du coup, il y a cette idée que le système de résolution, c'est ça que tu veux dire. Et ça, je suis Oui, d'accord. Et Mais en par fait contre, vouloir, à travers un jeu, pardon, excuse-moi, je t'interromps, vouloir à travers un jeu simuler fidèlement la réalité physique de notre monde à nous dans la fiction, ça c'est bullshit, ça fonctionne pas parce que c'est juste pas fun. Et oui, voilà, c'est à ce niveau-là, c'est absurde, mais ça crée une C'est physique pas le rôle d'un du jeu de monde, rôle. ça crée une résistance d'un monde fictionnel qui ne dépend ni de la volonté du MJ s'il y en a un, d'aucun des participants à la table. Et effectivement, on revient à cette histoire de se dédouaner de la responsabilité ça, pour c'est le intéressant. MJ de tuer ses joueurs, pour le joueur de rater son action, etc. Le mot-clé là, c'est résistance. Et on en revient toujours dans les garages. Moi, je trouve que les garages aboutissent très souvent à cette conclusion que ce qui compte, en fait, quand vous faites un jeu, c'est de réfléchir où placer les résistances. Qu'est-ce qui résiste? Et du coup, le lancer de dés, le dé en lui-même, devient source de résistance. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce Oui. que le hasard serait pas là justement pour aller contre ce qui se passe de nos jours, dans nos vies. C'est-à-dire, comme le dit Natacha, je sais écrire une disserte, je sais écrire une disserte. Et la question, c'est peut-être, est-ce que je suis capable d'écrire la disserte ultime, ou est-ce que je suis capable de me foirer une fois? Et dans le jeu de rôle, cette possibilité-là nous éloigne de notre monde et nous permet d'explorer quelque chose que l'on n'a pas, qu'on n'a pas l'habitude d'explorer. d'explorer, parce que je suis désolé, je sais pas réparer une ampoule. Non, ça si, mais bon, Non, je sais pas réparer le système électrique d'une maison. Ouais. Je vais pas essayer y arriver parce que j'aurais eu de la chance dans la réalité. Ouais. Par contre, dans le jeu de rôle, c'est possible. Et cette différence-là, c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi dans le jeu de Oui, rôle. mais je pense. c'est ça qui fait. En fait, parce que depuis tout à l'heure, on compare la réalité et le jeu de rôle. Et ce qui est rigolo, c'est qu'avec Adrien, on est très souvent antagonistes sur ces questions-là. Sauf que donc Adrien veut de l'aléatoire dans le jeu de rôle. Et moi, j'en veux le moins possible, voire pas. Et à l'inverse, dans le monde réel, Adrien pense que le monde est déterminé. Et moi, j'en sais rien ou je le pense pas. Donc on inverse nos convictions dès qu'on change de dimension, quoi. Je viens d'avoir une vision. Souvent, il y a un débat avec Darky qu'on a sur tu sais, tous ces singes qui écrivent sur des machines à écrire, et on dit souvent que ça pourrait produire l'intégralité des livres du monde. Ils sont en ce moment enfermés dans la terre creuse. Hein. D'accord, ok, ça marche. Merci Adrien pour cette information. C'est une Louis dépêche Borel, AFP qui vient de tomber, c'est ça? C'est Louis Borel qui disait ça. Louis 1 milliard Borel. de singes tapant un ça, milliard d'années sur 1 milliard de machines à écrire. On est d'accord que Natacha et moi, ça nous a toujours révolté cette idée-là. Parce qu'il y a une idée que l'intégralité des romans de l'univers pourrait être créée de façon aléatoire, en fait. Et moi, j'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu cette idée-là. C'est-à-dire que le dé, pour toi, Natacha, le dé te dépossède de ta position d'auteur par rapport à la fiction qui est créée. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre qui crée à la place. Et en l'occurrence, ce quelqu'un d'autre, c'est un bout de plastique de merde, qui n'a pas d'intelligence, qui n'a pas d'esprit, et donc qu'on ne peut pas analyser. On ne peut pas se poser la question. Imaginons par exemple qu'un personnage meurt sur un jet de dé. On peut pas se poser la question, pourquoi l'auteur a-t-il fait mourir ce personnage? On peut pas analyser sa mort. Sa mort, c'est parce qu'il y a un cube en plastoc qui est voilà. Et alors que à chaque fois qu'on prend une décision, attends 30 secondes, Adrien, à chaque fois qu'on prend une décision nous-mêmes par nos choix de joueurs sur la fiction, du coup, on peut toujours en donner une interprétation. Est-ce que c'est pas finalement ce manque de commentaires possible? Il y a Il y a un peu de ça. Ouais. Non, ce qui nous divertit, c'est ce qu'on peut pas prédire. Pour certains, c'est ce que va dire les joueurs et les dés. Et toi, c'est ce que tu peux pas prédire, mais qui a un sens, quoi. Faut qu'il y ait une personne qui l'édite et qui l'ait pensé. Un dé qui va te donner une solution, ça va pas spécialement te divertir. Tu vas te dire, Il faut quand même qu'on puisse étudier et se dire pourquoi la personne a tué son personnage à ce moment-là.
Moi là, j'ai une vision du Toi aussi, webcomic, t'as une vision. du webcomic SMBC dont je t'ai souvent parlé. Et il y a. On m'a montré, même. Alors, ça n'est pas un qui existe, mais qui pourrait exister, où on verrait quelqu'un en train de prier, dire Oh Dieu, pourquoi as-tu tué mon enfant? Et puis on verrait au milieu du nuage un gros dé avec le 1 en haut qui dirait rien. Ah, quelle conclusion à ce podcast. Je pense qu'on peut s'arrêter là sur cette révélation. Tu viens de donner la révélation ultime de l'univers, Bah oui, Adrien. il y a un gros Dieu cube ne joue en pas au plastoc. dé, mais parce que c'est un dé lui-même. Mais dans le fond, la question sur les en fait, bon, il y a la question des résistances, bien sûr, où placer les résistances, mais il y a aussi la question de la responsabilité. Où placer la responsabilité des actions. Évidemment, Natacha a envie que le contenu fictionnel malléable et ce qui est créé à l'intérieur de ce contenu fictionnel malléable soit de la responsabilité des joueurs autour de la table et pas d'un cube en plastique qui tombe aléatoirement sur une face ou sur une autre. Parce que voilà, elle a envie... Et je pense que les gens qui veulent du hasard, eux, c'est des gens qui ont envie de créer sur quelque chose d'aléatoire qui arrive et que le contenu fictionnel malléable qui leur reste, c'est quand même qui est une part d'aléatoire tu vas créer et c'est le curseur. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Adrien, quand tu parlais du curseur. Jusqu'où le contenu fictionnel malléable est créé aléatoirement depuis l'extérieur pour poser des problèmes aux joueurs et jusqu'où le contenu fictionnel malléable est totalement détenu par les joueurs, etc. Le problème, tu sais, de ce que tu soulignes, Natacha, je pense qu'à terme, ça peut aussi conduire à toujours rejouer la même partie. Bah oui. Non, mais après, C'est ça, le problème. là, quand tu dis que moi j'ai besoin du contrôle sur l'action, de comprendre et d'analyser ce qui se passe, c'est aussi extrémiser ma Ah, position. ta pensée, tout à fait. Non, Et bien ma sûr. pensée, C'est pour ça que hein, je parlais de curseur. Évidemment, tu places pas le curseur. Oui, totalement, je me suis éclatée sur plein de jeux où il y avait des dés et même où j'ai raté des jets. Enfin, c'est Oui, bien pas. Mais c'est vrai que il n'empêche que je trouve que ça dessert parfois l'action, le propos autour du personnage et. Très bien. Voilà. En tout cas, voilà, je suis sûr que ce podcast vous aura fait rire, vous aura fait sourire avec son aspect aussi chaotique. Je suis sûr que ce podcast, en tout cas, aura soulevé des questions autour des dés. Éventuellement, vous aura peut-être démystifié l'idée que s'il y a du jeu de rôle, c'est des dés, ou au contraire, vous aurez coupé le micro parce que non, mais c'est un scandale. Ou alors juste vous êtes endormi en écoutant nos voix dans les micros, ce qui est bien aussi. Hein. Vous aurez appris que Dieu joue au dé parfois. Non, Dieu je est un dé. ne joue pas au dé, c'est un gros cube C'est en un plastique. gros cube en plastique, c'est ce qui est pire encore. Dieu est un cube, tiens donc. C'est amusant ça, tiens, je vais peut-être le En mettre plastique, dans une en histoire. plastique. En En plastique. plastique. Ah, d'accord. Et toi, tu sais quel cube en plus. Allez, à C'est bientôt un tout le monde. Magicube. Oh, putain. je peux pas finir comme ça. Allez, dites au revoir à nos éditeurs avant que ça se... Au revoir. À bientôt tout le monde.